Étudiantes, chers étudiants, on va commencer. Donc pour cette 9e conférence des conférences entraînement sportif licence 3 de cette année, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Collier, donc responsable de la haute performance au centre sportif de Normandie. C'est ça, je ne me trompe pas? C'est ça, responsable régional voilà. de la haute performance. Et précédemment, tu étais directeur adjoint de la structure. Exactement, en charge du sport de haut niveau. Voilà. Donc merci Marc de venir partager ton expérience et d'expliquer ton métier à nos étudiants. Marc est quelqu'un à la pointe du sport régional. Quand je dis régional, c'est naturellement sport normand. Et donc tu viens d'être nommé à ce poste de la haute performance au 1er mars. Vous voyez, donc c'est tout frais. Vous allez avoir des informations. J'espère que vous savez tous ce qu'est le centre sportif de Normandie, qui siège à la fois à Houlgat, j'imagine Rouen peut-être, non? Non, pas du Houlgat et Caen. Et Caen, d'accord. Et donc Marc va vous expliquer un petit peu la structure et puis son intervention, son métier dans cette structure. Pour les questions, toujours le même protocole, donc on a un groupe rapporteur qui sera chargé de rapporter de faire un bilan et un petit mémoire sur ton intervention. Vous avez un micro pour prendre la parole. Et pour les autres étudiants, pareil, vous avez vous demandé la parole et vous pensez surtout à vous présenter, savoir qui vous êtes, déjà, vous présenter, c'est la moindre des politesses. Et puis peut-être que si, à travers les propos de Marc, il y a quelque chose qui concerne votre mémoire, n'hésitez pas à nous faire part de ce sur quoi vous travaillez. Voilà. Marc, je te laisse la parole. Oui, très bien. Et puis, voilà, on va rebondir sur tes propos en conséquence. Okay. Je regarde, la parité n'est pas très... Ah ça, c'est le problème des études de STAPS. Et pas du tout respecté. On en parlait avec Julien tout à l'heure. Dans les 9 conférenciers, on n'avait qu'une femme, tu vois, cette année. D'accord. Même en nombre d'étudiants. On se pose sur les STAPS, on a une forte proportion de garçons par rapport aux filles dès la L1, d'ailleurs. Alors un petit peu moins maintenant sur la filière LAS, sur la mention LAS, parce que on a une filière maintenant santé et spécifique santé, mais effectivement, le monde sportif, de l'encadrement, semble plus concerner la population masculine que féminine. D'accord. C'est un peu vrai, de manière générale, dans le sport et le sport de haut niveau. Oui. C'est pas sans poser problème, d'ailleurs. Oui, ça pose des questions, tout à fait, je suis d'accord. On pourra peut-être même y revenir. Oui. Donc, bienvenue à toi. Oui, écoutez, bienvenue à... Merci, en tout cas, puis bonjour à tous. Donc moi, je suis d'abord très content d'être là et ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de... Je ne sais pas comment ça fonctionne de manière générale, mais moi, si c'est possible, que ce soit le plus interactif possible. C'est-à-dire que moi, je peux vous expliquer... on peut échanger sur un certain nombre de... je vais vous présenter un certain nombre d'éléments. Si vous avez des questions qui arrivent au fil de l'eau comme ça, n'hésitez pas à me les poser. C'est plus intéressant, plus interactif et de mon point de vue plus riche parce que parfois ça me permet d'aborder des sujets auxquels je n'avais pas nécessairement pensé et qui peuvent éclairer aussi parfois mes propos. Très bien. Voilà. Donc on fonctionne toujours comme ça. Très bien. Donc Frédéric, il n'y a pas de souci, tu peux... Oui, je peux intervenir. Tu peux intervenir, voilà. Donc moi je suis ravi parce que j'ai été étudiant ici. J'ai 45 ans maintenant, donc j'étais étudiant... Encore tout jeune. Ouais, je suis encore tout jeune. J'ai été étudiant ici il y a plus de 20 ans maintenant. Je suis ravi de pouvoir un peu vous expliquer mon parcours. C'est un parcours finalement assez classique. Aujourd'hui, les fonctions que j'exerce, quand j'avais votre âge, je ne pense pas qu'on m'aurait dit tu vas travailler dans le sport de haut niveau. Non, j'aurais pas cru, sincèrement, parce que ce n'est pas mon histoire en tant qu'athlète. Ça l'a été un peu ensuite en tant qu'entraîneur, mais c'est pareil, c'est resté relativement modeste. Par contre, c'est devenu au fil du temps un vrai centre d'intérêt et une vraie... c'est mon métier, mais c'est aussi quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse vraiment et
et qui ne se résume même pas à l'objet sportif. Moi, j'aime bien accompagner les individus quand ils ont des projets, parce que je pense qu'un sportif, c'est d'abord quelqu'un qui a un projet, qu'il essaie de le mener du mieux possible, avec des paramètres dans les sociétés d'aujourd'hui de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes. Et comme je dis souvent, moi, ce qui me plaît, c'est d'accompagner un peu la singularité, voilà, parce que je pense que moi, tous les sportifs de haut niveau que j'ai pu croiser sont par la détermination qu'ils ont des personnes singulières. Alors parfois, il y en a certains qui y arrivent bien, qui sont très très performants, d'autres, ça ne se passe pas comme ils l'avaient imaginé initialement, mais pour autant, je pense qu'ils développent des compétences, quoi qu'il en soit, et ils ont beaucoup de mérite, ils mettent beaucoup d'énergie à mener ces parcours-là. Alors c'est là où ça devient très intéressant, tu parles de singularité, et tu es issu d'un sport collectif, le handball, et c'est drôlement intéressant, surtout on en parlait avec Julien tout à l'heure encore, dans tout ce qui se fait notamment sur le plan psychologique, préparation mentale, on va parler plutôt de préparation mentale, même au sein d'un collectif, la singularité est à prendre en compte et est particulière. Oui. Voilà, on est bien d'accord. On est bien, oui. Bah, et tu en es un bon exemple au bout du compte. Oui, en tout cas sur le hand, en sport collectif, moi je pense qu'il faut après chercher à trouver des organisations collectives où chacun justement peut y trouver sa place et peut jouer un rôle avec ses qualités et ses singularités, effectivement. Donc dites-vous bien, on l'a vu à travers tous nos conférenciers et conférencières, que les parcours sont vraiment singuliers. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et que vous-même, dans ce dans quoi vous allez vous lancer et dans peut-être la démarche que vous avez déjà commencé, notamment à travers vos stages, vous faites partie d'une cette singularité qu'il faut naturellement optimiser et mettre en avant. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, je ne vais pas commencer par mon parcours pour vous dire, voilà, j'ai fait ça. Enfin, je vais pas le faire de manière linéaire. Je vais plutôt partir de ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai fait par le passé, plutôt ce que je fais aujourd'hui, vous présenter l'émission, enfin mon nouveau métier, puisque c'est un métier que j'ai commencé au 1er mars. Justement, raison de plus, ça va être passionnant de voir. Vous êtes les premiers à qui je le présente d'ailleurs. Ah ouais, super. Et ensuite un peu mon parcours et ce que ces étapes-là m'ont apporté et m'ont amené à exercer le métier que j'exerce aujourd'hui, ou tout du moins le domaine dans lequel je travaille. Voilà. Donc si ça vous... Ça nous convient parfaitement. Bon, très bien. Voilà. Donc on part du présent et puis on verra comment est arrivé là. Oui, voilà, exactement. Pour savoir qui l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. Exactement. Pour comprendre le présent, il faut s'intéresser à l'histoire. C'est pas de moi. Oui, exactement. Donc ça, c'est mon... Alors, ça vous va ou pas comme organisation, d'accord? Donc moi, j'ai commencé avec cette diapo-là parce qu'elle résume un peu l'environnement professionnel dans lequel je travaille et les interlocuteurs avec lesquels je suis amené à travailler. Dans le sport de haut niveau, les fédérations, pour devenir les athlètes, on parle de parcours de performance fédéral. D'accord, donc c'est la notion de parcours. Avant, il y avait, on appelait ça les filières de haut niveau, puis on a abandonné la notion de filière pour la remplacer par la notion de parcours. Alors ça avait, à mon avis, plus de sens, la notion de parcours, parce que, et c'est un chemin qui s'est construit petit à petit, on est parti de logique collective, très organisationnelle, d'accord ? Ça, c'était les filières de haut niveau. Mais ça correspondait à une époque aussi, c'est-à-dire que la préoccupation à l'époque, c'était de trouver des organisations collectives pour que les athlètes puissent s'entraîner plus. Et on avait un raisonnement beaucoup plus, vous savez, sur le modèle pyramidal, en se disant, si on trouve une organisation pour le plus grand nombre, si on augmente les volumes d'entraînement, forcément, il y a une élite qui va ressortir. D'accord ? Donc ça a été... D'où, à mon avis, à l'époque, j'ai pas de certitude. La notion de parcours est intéressante dans la mesure où elle n'est pas centrée que sur le résultat en lui-même, mais plutôt sur l'aspect curriculaire de l'athlète. On est bien d'accord. Il y a ces deux dimensions-là. Et après, on est parti sur la notion de parcours de l'excellence sportive pour arriver au parcours de performance fédérale,
parcours de performance. Donc là, les termes sont importants, hein, à noter. Et la notion de parcours, effectivement, elle prend davantage en compte l'individu dans sa composante, dans sa, je dirais sa vision 360 degrés. C'est-à-dire que c'est à la fois un sportif, c'est vrai, mais c'est aussi un étudiant et c'est aussi une personne, voilà, pour lequel on a besoin de mettre en place des organisations. Avec un environnement. Voilà, et avec un environnement et avec une approche un peu plus, pour certains athlètes, un peu plus individualisée et un peu plus personnalisée. Alors, pour les athlètes de très haut niveau, on individualise et on personnalise sur, je dirais, les trois composantes, hein, la dimension sportive, la dimension personnelle et la dimension scolaire, parce que c'est des telles contraintes que les laisser dans des organisations collectives sans prendre en compte leur singularité, ça ne marche pas. Mais dans mes fonctions précédentes, moi, je m'occupais d'un centre qui héberge des sportifs de haut niveau dans plusieurs disciplines. On essaie, quel que soit le niveau de performance des jeunes athlètes, quand il y a des difficultés particulières, qu'elles soient scolaires ou sociales, c'est pareil de faire le lien, d'apporter une réponse individualisée. Ce sont des jeunes qui rentrent sur ce centre-là, ils rentrent en 4e pour les plus jeunes. Et ils en ressortent en terminale. Certains sont étudiants comme vous. Donc, si je comprends bien, le centre sportif de Normandie est surtout centré sur le jeune et sa pratique sportive, ainsi que... La genèse du projet, c'était celle-ci. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que sur Caen, auparavant, il y avait des pôles. Alors, je vois un jeune là qui avait le pôle, c'est canoë-kayak. Ouais, voilà, donc toi, tu y étais au centre. Ouais, au début, les premières années. Ouais, je me souviens de. Oui, tu étais intervenu avec Donatien l'autre jour, me semble-t-il. Donatien Morvan, je sais pas, qu'on a eu aussi un ancien étudiant et qui est sur l'Aviron maintenant. D'accord, ok. Et donc, par exemple, sur le pôle canoë-kayak qui existe depuis assez longtemps, il y avait plusieurs pôles ils étaient hébergés sur le lycée Laplace. Ouais. Mais en fait, chaque pôle avait sa propre organisation. Il n'y avait pas d'unité de lieu, il n'y avait pas de services communs, services médicaux, paramédicaux, il n'y avait pas des hébergements adaptés au cahier des charges des pôles. Donc, la genèse du projet, ça a été de se dire, déjà, on propose une unité de lieu et des services adaptés pour les pôles qui, majoritairement, étaient des pôles collège, lycée. À partir de quelles années ça s'est mis en place ? Cette volonté d'unifier, en fait. 2010. Ah oui, 2010, donc c'est pas si vieux que ça. Oui, 2010, avec une inauguration en 2016. Ah oui, donc ça reste très récent. Et des travaux de préfiguration qui avaient commencé en 2013. Voilà. À quoi attribues-tu cette latence dans cette unification du lieu, des temps, des moyens parce que c'est quand même très récent. Or, moi j'ai toujours entendu parler du lycée Laplace qui hébergeait des sportifs de haut niveau. Ça tient, je pense, à l'histoire du territoire. Enfin, il y a eu plusieurs choses, de mon point de vue. La première chose, ça remonte à très longtemps, mais c'est la création du CREPS à Oulgat, dont la vocation a d'abord été la formation des enseignants. Les enseignants de PS, les profs de PS, donc qui n'avaient pas réellement de vocation autour du sport de haut niveau. Donc c'est une structure qui a perduré jusqu'en 2009 avec cet axe-là. Alors quand les profs de PS, la formation était stoppée, est allée ou revenue, je ne sais pas très bien, à l'université. Oui, enfin, il y avait le double parcours, justement, puisqu'on parlait de parcours, puisque tu pouvais être aussi bien formé au CREPS que dans les IREPS, UREPS ensuite, et puisque tu as connu le FERSTAPS. Donc ça, quand ça s'est arrêté, ils ont continué sur de l'accueil de stages et puis des formations. Et en 2009, le CREPS a été fermé parce que, justement, il n'y avait pas de sport de haut niveau dans cet établissement-là. Donc du coup, sur Caen, il n'y avait pas eu, en tout cas à l'époque de la part de l'État, d'investissement particulier pour qu'il y ait un établissement ou une antenne du CREPS à Caen. Donc ça s'est structuré, comme la nature a horreur du vide, ça s'était structuré et organisé autour du lycée Laplace, qui avait l'avantage et l'atout d'être, je crois, le plus gros internat lycéen sur l'académie de Caen. Des infrastructures aussi sportives assez conséquentes.
Mais c'était donc ça a été donc l'accélérateur finalement ça a été la fermeture du CREPS, où la région face à la région Basse-Normandie à l'époque. Oui, parce que les CREPS dépendaient de l'État. Hein. L'État décide de se désengager, ferme le CREPS, Exactement. GATT, j'espère que vous connaissez tous ce lieu important. Et donc de là, c'est la région Normandie qui... Alors, la région Basse-Normandie à l'époque. Basse-Normandie, oui, Voilà. parce que le Houlgat est en Basse-Normandie. Voilà. Qui a récupéré le CREPS à Houlgat, qui a décidé de continuer à le faire fonctionner. Et d'ailleurs, ça aboutit aujourd'hui à une rénovation de l'établissement. Totalement de l'établissement. De la part de la région Normandie. Et dans le même temps, quand ils ont récupéré le CREPS, ils ont décidé de construire un pôle à Caen. Un pôle à Caen, voilà, un site à Caen. Très bien. Donc ça a été, à mon avis, une des raisons. Enfin, voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles ça a mis un peu de temps. Et l'autre élément qui est venu peut-être un peu ralentir, c'est la fusion des deux régions, Haute et Basse-Normandie. Où en Haute-Normandie, ils avaient une autre organisation, pareil, ils n'avaient pas de CREPS. Qui n'est pas si vieille que ça, en fait, voilà, parce que c'est une volonté de l'État aussi. Exactement, donc ça c'est arrivé en 2016, 2017. Dans ces années-là, tout à fait. Et donc là, il a fallu retrouver une organisation autour du sport de haut niveau, entre tous les acteurs qui contribuent au donc sport du de coup, haut niveau. c'est une organisation du haut niveau un petit peu plus régionalisée, décentralisée, on va dire, contrairement à ce qui pouvait être vu par le passé avec une gestion plus nationale des fédérations. Là, on arrive sur vraiment une prise en main de la région sur le sport. Ce qui a été, quand le CREPS a fermé, qu'il y a eu la construction de Caen, la fusion des régions et la rénovation du site d'Houlgat, il y a eu la création de ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public. Donc c'est le GIP, Centre sportif de Normandie. D'accord. Alors, un groupement d'intérêt public, d'un point de vue statutaire, dans son fonctionnement, c'est un fonctionnement assez identique, je dirais, à une association. D'accord ? Il y a une assemblée générale, il y a des conseils d'administration, il y a un président, alors là, qui est désigné par le président de la région, qui est Jean-Manuel Cousin, aujourd'hui. En revanche, ce qui diffère un peu, c'est que pour être membre, il faut être contributeur. Donc il faut un peu être mécène, quoi. Voilà, exactement. Donc la région Normandie est contributrice à hauteur de 70% du GIP. Ouais, ce qui n'est pas négligeable. Donc effectivement, le sport de haut niveau en Normandie, il y a un marqueur très très fort, et dans son histoire, et dans le redémarrage du haut niveau à l'échelle normande. Et la région a une place fondamentale dans le fonctionnement. Après, il y a l'État à hauteur de 25%, à la fois le rectorat pour toute la dimension scolaire, et aujourd'hui la DRAGES, l'ex-direction régionale jeunesse et sport, pour la partie, je dirais, sportive. Et il y a 5% pour le mouvement sportif. Et donc il y a une véritable prise de conscience de la région par rapport au haut niveau à travers la structure, en fait. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu professionnellement, j'ai toujours perçu, mais c'est un peu plus que perçu, la volonté de la région, Basse-Normandie à l'époque et Normandie aujourd'hui, d'avoir une politique sportive autour du sport de haut niveau. Voilà. Ça, c'est important. Avec une volonté d'ambition. Parce que quand vous construisez un bâtiment comme à Caen à 6 millions d'euros, qu'au niveau de la région de Normandie, la région investit énormément d'argent sur la rénovation du site d'Houlgat, plus toutes les aides financières qui sont données aux ligues, aux pôles, aux sportifs, il y a une réelle volonté et une ambition pour le sport de haut niveau en Normandie. Après, par rapport à d'autres régions, on a des atouts, mais on a aussi des freins. D'abord, on est une petite région. Aujourd'hui, quand on se compare à la Nouvelle-Aquitaine ou à la région PACA ou Occitanie, eh bien, évidemment, il y a beaucoup plus de sportifs de haut niveau. Mais ça tient aussi et surtout au brassage, à la démographie. C'est-à-dire que plus vous avez d'habitants, malgré tout, plus vous avez au brassage démographique, bien sûr. De clubs. Et puis, une histoire, fusion des régions, fermeture d'un CREPS. Donc, il a fallu un temps de réorganisation qui est, à mon avis, aujourd'hui
passé, quoi. Et donc là, aujourd'hui, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place et qui est, de mon point de vue, toi, tu arrives intéressante. dans cette structure-là, dans ces années-là, aux alentours Moi, je travaillais sur le sport de haut niveau à l'époque en direction régionale. J'y reviendrai après. Oui, bien sûr. J'étais ce qu'on appelait correspondant régional du sport de haut niveau. J'animais une commission qui réunissait tous les acteurs du sport de haut niveau, alors à l'époque pour la Basse-Normandie. Et après, je suis parti pour préfigurer l'organisation du site de Caen. D'accord. Après, j'en ai pris la coordination, puis la direction. Et si je puis me permettre, tu étais parallèlement entraîneur adjoint du camp HB. Alors, ouais, j'ai eu quelques années Là, ça fait où beaucoup, j'ai fait ça. Ouais, j'ai entraîné 15 ans au hand. En fait, on commence par la fin, c'est drôle. Non, mais j'y reviendrai après. Excuse-moi, et après, je rebondis, c'est pour montrer toute l'ampleur de ton impact. J'ai eu quelques années où j'ai entraîné. Enfin, je continue à le faire d'ailleurs. Je pense que voilà, moi j'ai toujours eu deux pieds en fait. J'ai eu un pied dans mon travail, dans tout ce qui était conduite de projet, mise en place de politique d'État et politique d'État en territoire autour du sport de haut niveau. Et puis j'ai toujours eu une activité ou bénévole ou d'entraîneur. Alors ça c'est vraiment important parce que ça te permet aussi d'avoir le pied, toujours le pied sur le terrain. Un peu comme Franck Doudet nous l'a expliqué, que tu connais bien aussi. Franck nous a bien expliqué que lui, ce qui l'intéressait, c'était le cœur de son métier, d'être toujours sur le terrain et de pouvoir suivre les athlètes, notamment en l'occurrence, lui, les arbitres qui suivent en termes de préparation. Alors moi, j'ai vraiment deux facettes. J'ai deux vies. On est complémentaires, en fait. J'ai une vie vraiment plus stratégique, conduite de projet. Là, je ne suis pas sur le terrain à entraîner. Et puis, j'ai une autre vie. Et j'ai une autre vie. J'ai eu une vie d'entraîneur et puis maintenant, j'ai une vie de bénévole. Parce que je m'occupe. Mais ça, c'est vraiment important de voir la montée de la conception de ton métier, en fait, qui est en relation naturellement avec l'interaction sur le terrain et ton métier, ton implication bénévole, volontaire. Dans les associations. En fait, alors ça c'est un... Ouais, pardon. Non, vas-y, Marc. Non, vas-y, je t'en prie, je dirai après. C'est parce que le temps que le micro arrive au fond, là-bas... Moi, je pense qu'il n'y a pas... Voilà, je vous le dis, il n'y a pas de... Toute expérience, aussi petite que vous puissiez l'imaginer, parfois, au départ... vous voyez, moi j'ai passé, je vais parler de ma mère, mais c'est un peu ma mère qui m'avait poussé à faire la formation BAFA. Mais je me disais, mais moi... Donc vous savez tous qu'est le BAFA. Hein, voilà, moi je me disais, mais moi, c'est pas trop mon truc. Et c'était pas trop mon truc. Mais je voyais pas très bien ce que ça allait me donner. Mais bon, comme j'étais un garçon obéissant, et pas très contrariant, je me suis dit, bon allez, je vais le faire et puis on verra bien. Et puis j'ai fait quelques... Voilà, ça a été mes premières expériences d'encadrement de jeunes. Je ne voyais pas très bien ce que ça allait me donner. Ce dont je me suis quand même rendu compte, c'est que j'étais pas... quand j'avais des messages à faire passer, ça passait, sans difficulté. En termes d'activité, moi je faisais plutôt des activités sportives. Bien sûr. Et voilà, et je pense que ça m'a ensuite aidé dans les projets que j'ai pu mener. Au sein de clubs, d'associations. Et je vous dis, ça me semblait tout petit. Je me disais, mais ça va me servir à rien. Et en fait, avec le recul, ça a été... c'est comme de la sédimentation. Vous voyez, petit à petit, vous rajoutez des expériences. Et puis, petit à petit, on arrive à un profil ou à un paysage qui est finalement assez cohérent. Une question. Bonjour, je m'appelle Benjamin Thomas. Mon mémoire, c'est pas trop votre sujet. C'est pas grave. Mais par rapport au CSN. Badiste. Comment ? Tu es badiste. Oui, je suis badiste. D'accord. Par rapport au CSN, là, je suis surveillant là-bas, donc je sais qu'il n'y a pas beaucoup de sport. Est-ce qu'il y a un autre bâtiment qui est. Enfin, c'est nouveau. Donc est-ce qu'il y a un autre bâtiment qui va être créé pour d'autres sports et qui va être sélectionné, par exemple, plus un bâtiment pour les sports co ou les sports intimes, et ainsi de suite ? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a pas assez d'athlètes de haut niveau pour rentrer dans le CSN ? Le bâtiment là-bas où tu es là. Ouais. Alors c'est un bâtiment où il y a peu, quand tu dis pas de sport, il y a 11 disciplines. Ouais, quand même. Il
Ouais, hand masculin, hand féminin, judo, hockey. Tu as 11 disciplines. Cyclisme, canoë-kayak, C'est peut-être des activités escalade. aussi que tu vois pas forcément. Il n'y a pas de pongiste, il n'y a pas de basketteur, ni par basketteur, pongiste. Alors, basketteurs, si, il y en a, mais ils sont sur la partie collégien, qui est au sud du bâtiment, qui est dans le bâtiment Portugal. Ouais. Ouais, c'est des collégiens. Et les collégiens, mais ils sont pas pris par le CSM, les collégiens Si. sont pris par la place, non? Si, ils sont pris. Le lycée Laplace n'assure que l'hébergement et la scolarité. Après, tous les autres services, médicaux, paramédicaux, soutien scolaire, suivi scolaire, préparation physique, préparation mentale, ce que vous a expliqué Adrien, ça, c'est le CSN qui le prend en charge. Parce qu'au bâtiment, enfin, pour le surveillant, quand on est surveillant là-bas, au bâtiment, c'est vraiment, il y a une partie CSN qui est vraiment, on est surveillant dedans, mais c'est vraiment CSN bloqué. Et de l'autre côté, Portugal, pour les collégiens, c'est vraiment plus pris par, du point de vue surveillant, c'est vraiment plus pris par la place, c'est pour ça que je pensais que c'était... Non, en fait, la surveillance, elle est mutualisée avec le lycée. Donc, les surveillants du bâtiment sportif, entre guillemets, du CSN, ce sont des surveillants du lycée Laplace qui le prennent en charge. Et Portugal, c'est parce que, pour une raison très simple, pourquoi les collégiens sont au Portugal, c'est que ce sont des collégiens dans une enceinte d'un lycée. Et qu'à l'époque, alors, pourquoi il fallait héberger des collégiens? Parce qu'il y a des pôles, si tu viens du badminton, c'est un bon exemple. Le pôle badminton, c'est 4e, voire 5e de manière exceptionnelle, mais 4e, 3e, éventuellement seconde. Mais voilà, le pôle, c'est essentiellement des collégiens. Et il y a des structures comme le judo, ça va du collège jusqu'au lycée. Donc on ne pouvait pas se limiter Bien sûr. à au seul public lycéen, sauf à couper des pôles et donc à les faire disparaître parce que leur catégorie d'âge de recrutement, si on s'en tient à des âges scolaires, c'était de la 4e jusqu'à la terminale. Jusqu'à la terminale. Voilà. Et donc les collégiens ont intégré l'enceinte du lycée Laplace parce que du coup ils peuvent bénéficier de tous les services. Par contre, d'un point de vue réglementaire, il fallait que les espaces et les temps entre les lycéens et les collégiens ne soient pas les mêmes. De façon à ce qu'il y ait des séparations entre les collégiens et les lycéens. Ok, très bien. Bon, c'est une précision, on va dire. Non, mais c'est une remarque qui est intéressante parce que, oui. tu vois, par rapport à ta question, ça avait nécessité un positionnement des acteurs, de la région, mais aussi du rectorat. À l'époque, c'était le recteur, Denis Roland, donc avait quand même engagé sa responsabilité, sa décision, et avait demandé en disant « Ok, on peut héberger, surveiller les collégiens dans une enceinte lycéenne, mais voilà mes conditions. » Voilà. Et c'est des conditions qui respectent ça se passe le parcours scolaire, en fait, tout simplement. Oui, et puis vraiment le fait d'essayer que les collégiens et les lycéens ne se croisent pas ou le moins possible. Oui, je comprends. Voilà. Très bien, intéressant. Et ce que ça souligne aussi, c'est parfois une des difficultés des fois dans le dialogue entre la dimension scolaire et la dimension sportive, c'est que la dimension scolaire, c'est normal, les formations, les classes sont liées à des années d'âge. Et parfois, on se retrouve, nous, avec des sportifs qui sont... parfois, voilà, ce n'est pas tout à fait les mêmes logiques, c'est-à-dire que les collégiens s'entraînent avec les lycéens, voire même, on a parfois des trajectoires de jeunes qui désorganisent complètement la scolarité, parce qu'ils ont un parcours sportif qui est tellement rapide qu'on les sort très rapidement. C'est ça, c'est lié au parcours précoce de l'athlète, en fait. Voilà, si je prends le badminton, on a eu Alex Lanier, qui est rentré au CSN en 4e. Il a fait à peine 2 ans. Et aujourd'hui, il est à l'INSEP. Et aujourd'hui, il fait partie des 60 meilleurs mondiaux seniors, ce qui est je crois. négligeable. Si je me trompe. Et avec une ascension importante. Et donc, aujourd'hui, il est dans une scolarité qui n'a rien à voir avec une scolarité classique, telle qu'un jeune de terminale peut l'avoir dans un On pourrait imaginer, scolaire. par exemple, alors je ne pense pas que l'activité gymnastique soit représentée au CSN, je ne sais pas, mais chez les gymnastes, par exemple, les athlètes de haut niveau sont très précoces.
Oui. C'est du collège, c'est fin de collège, voire parfois début du lycée, mais c'est beaucoup plus fin de collège. Donc forcément, ça peut créer un décalage entre les attentes liées au haut niveau et puis une scolarité normale, quoi. Et du coup, des fois, on fait porter des aménagements scolaires et des organisations scolaires sur des années d'âge Ça, c'est très intéressant à le souligner. Jeunes et qui interrogent forcément la communauté éducative, qui peuvent parfois s'en inquiéter, ce que je peux comprendre, et qui parfois nécessitent des aménagements très importants pour un seul individu. D'où la notion de parcours, en fait, Voilà. où pour certains athlètes... Et la notion de singularité. Exactement. Pour certains athlètes, on ne peut pas leur garantir une scolarité, entre guillemets, classique, parce que vous avez quelqu'un comme Alex Lanier, sur ses 52 semaines d'école. À peu près. Oui, c'est ça, oui. Non, plutôt 36 semaines, pardon, Ouais, c'est 52 52 semaines par an. Une année, c'est 52 C'est une semaines. année, voilà. L'école, Ça, c'est... 32, ouais, 33 l'école n'est semaines. pas encore réformée, c'est Alors, pas allez encore jusqu'à 52 37 semaines. d'école. Allez. Donc c'est 36 semaines. 36 Voilà. semaines, quelqu'un comme Alex Lanier, même quand il était Au collège, oui. donc, au CSN et donc au collège, il loupait la moitié. Ouais, 50%. La moitié. D'où l'aménagement de ses études. Exactement. Important. Mais ça, c'est une préoccupation aussi qui devrait être de tout ordre, au sein de l'université. Hein. Je me souviens que l'INSEP est très au fait de ce genre d'adaptation, d'aménagement pour. Alors justement, ton nouveau poste, est-ce qu'il consiste à gérer tout cela ou tu as d'autres missions Je vais en parler après. Après, mon nouveau poste, il a deux objectifs. Le premier, c'est très clairement les missions qui étaient portées par l'État au niveau de la direction régionale ont été transférées à ce qu'on appelle dans les établissements, donc en l'occurrence le CSN, pour porter ce qu'on appelle la maison régionale de la performance. Donc c'est un transfert de compétences. Maison régionale de la performance, intéressant. Voilà, donc j'y reviendrai après. Bien sûr. Donc c'est toute l'organisation un peu du haut niveau sur le territoire normand, avec l'ensemble des acteurs. Et le deuxième axe, qui est l'axe le plus, qui est pour moi l'axe nouveau, enfin qui n'est pas si nouveau que ça, parce que nous en Normandie, on a été la dernière maison régionale de la performance à être mise en place. Donc il y a des régions, ça fait déjà 2 ans qu'elles sont en place. C'est d'être capable d'offrir un accompagnement très individualisé et personnalisé pour des athlètes qui ont des résultats significatifs dans des compétitions, ce qu'on appelle nous les compétitions de référence, que sont les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, les Championnats d'Europe. D'accord. Voilà. Donc au niveau régional, vous prenez en compte les résultats des athlètes sur ces grandes compétitions qui sont... Oui, alors c'est pas nous qui les prenons, après on travaille avec les fédérations et avec l'Agence nationale du sport, l'ANS, on en a déjà parlé. Qui regardent les performances, qui suivent les performances. Les fédérations, bien évidemment, connaissent les performances, connaissent les besoins des athlètes. Et après, charge à nous sur le territoire de trouver des solutions pour les accompagner. Alors, ça peut aller de l'achat de matériel en passant par de la prépa mentale, de la prépa physique. Oui, des aides à l'emploi. Comment s'est fait son intégration au sein du CSN. Elle fut difficile. Oui, mais c'est surtout le côté, il est arrivé au bon moment, quoi. Il a téléphoné au bon moment. Oui, alors après, Adrien, c'est un audacieux. Donc, c'est ça, voilà. Il a tenté sa chance et effectivement, ça c'est aussi un point, à mon avis, important. Il est allé au-devant des demandes. Il nous a bien expliqué tout ça. Voilà, il l'a fait. Et c'est vrai que ça tombait au bon moment parce que c'était une dimension qu'on n'avait pas encore au CSN. On voulait mettre en place de la prépa mentale. On n'avait pas forcément la ressource. Et c'est vrai, le hasard a voulu qu'Adrien se manifeste à ce moment-là. Ça, c'est extraordinaire. Il téléphone une première fois au directeur du CSN. Frédéric, ça ne répond pas. Il dit, bon allez, je retente une deuxième fois, mais 5 minutes après, et là il tombe sur Frédéric. Sur Frédéric qui lui explique, on sort justement d'un budget voté dans ce sens-là. Comme quoi, il ne faut pas hésiter à insister dans certaines circonstances pour trouver des débouchés. Donc voilà, mais tu vois, par exemple, je ne sais pas à quoi tu te destines plus tard, mais le fait d'être surveillant au contact de sportifs de haut niveau,
Ça peut nourrir aussi une réflexion. Moi, mon premier poste, alors je vous fais de manière décousue, moi, mon premier poste, ça a été pas grave, t'inquiète, dans le Val. Après, on va retomber. Mais c'est bien aussi de faire des sauts dans le temps. ça a été dans le Val-de-Marne, donc à Créteil. Mhm. Et c'est pareil, moi, j'avais vraiment pas d'histoire dans le haut niveau. C'était ton premier poste? Oui, mon D'accord. premier poste, oui. Et en fait, je me suis retrouvé avec à la fois d'anciens sportifs de haut niveau, parce qu'il y avait, voire certains étaient encore sportifs de haut niveau, parce que en fait, Créteil est à proximité de l'INSEP. De l'INSEP et de l'université. Donc souvent, les jeunes collègues comme moi, qui étaient sportifs de haut niveau ou qui l'avaient été, restaient en proximité de l'INSEP. Et voilà, il y a beaucoup de sportifs ou d'anciens sportifs de haut niveau là-bas. Et moi, ça m'a, avec le recul, ça m'a imprégné et nourri ces rencontres-là. Alors, quand tu dis ton premier poste, c'est tu étais professeur de sport, hein, Oui. semble-t-il. Tu venais d'avoir ton concours. Oui, Donc, professeur de sport, j'espère que vous avez bien compris ce dont il s'agissait, puisqu'on a reçu Arnaud Bessa et Franck Doudet qui sont également professeurs de sport, que tu connais d'ailleurs, hein, oui, Arnaud oui, aussi. mon collègue, oui, Arnaud aussi. Oui. Tu connais Arnaud également. Donc, tu as passé ton professorat de sport après tes études, c'est ça? Ou pendant tes études? Pendant mes études. Pendant tes études. Et donc, tu obtiens ce premier poste en responsabilité. En 2000. En 2000. Ouais, voilà, à Créteil. 23 ans déjà? Oui, c'est vrai. Ouais, c'était Ou que 23 ans? Allez, soyons optimistes. Oui, c'était il y a 23 ans. Ouais, j'avais 22. Ouais, c'est ça. J'avais 22 ans. Ouais. Je ne savais pas où j'arrivais, hein, pas du tout. D'accord. Parce qu'il y a aussi une vraie différence entre les études que vous faites. Alors même si, à mon avis, ma génération n'est pas la même que la vôtre. C'est-à-dire que nous, on était moins d'étudiants. Quand on était étudiant, globalement, on était étudiant. On ne travaillait pas beaucoup à côté, on n'avait pas forcément... Ouais, il n'y avait pas de dispositif autour de l'alternance, éventuellement on faisait des petits boulots l'été, mais globalement, on avait des conditions qui nous permettaient d'être étudiants à plein temps, entre guillemets. Ouais, tu rentres à l'UFR STAPS dans 97-98? Oui, c'est ça, 96 ou 97. C'est à l'époque où le numerus clausus existe peut-être encore? Non, il venait de sauter. Il venait de sauter, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc là, c'est vrai qu'à l'époque, ça a été une révolution pour les STAPS parce qu'il a fallu s'organiser autrement pour accueillir tous les étudiants qui le désiraient. Ouais. Donc tu as fait partie de ces premières générations. Oui, je pense la première même. D'accord. Je me souviens avoir rempli un dossier encore. Il fallait justifier le niveau sportif. Alors après, est-ce que c'était réellement pris en compte? Non, puisque les STAPS n'avaient plus le droit de sélectionner comme elles pouvaient le faire par le passé. Donc tu fais 3 ans à Caen? Je fais ma licence à Caen et après je pars à Bordeaux. Et j'ai bien fait. Alors voilà, intéressant. Parce que ça montre aussi, parce que là, tu t'adresses à dire que c'est moins bien là, hein, c'est pas ça. Non, mais tu t'adresses à des licences 3 qui sont amenées, justement, ils sont en plein dans les demandes actuellement. Hein, les demandes en master, ça se fait en ce moment. Les DU, c'est pareil. Donc voilà, toi, tu n'as pas hésité à partir. Ouais, je voulais partir en fait. Moi, je voulais partir, mais pour des très mauvaises raisons. Je voulais partir parce que j'avais envie de changer d'air, j'avais envie d'aller sur Bordeaux parce que c'était un endroit où j'aimais aller l'été. Non, mais sincèrement, hein, ça tenait à ça. Hein, bien sûr. Avec mes potes, quoi, tout simplement. Ouais. Et la ville me plaisait bien. Voilà. Donc, tu as une opportunité, tu demandes. Donc, j'ai demandé et j'ai été pris. C'est une maîtrise, c'est pas encore un master. Oui, c'était une maîtrise, c'est ça. Et je suis parti, et oui, j'ai très bien fait. Et tu as été pris? Oui, j'ai été pris, ouais. Non, et ça a été des belles années. Et ça a été des années importantes pour la suite, en fait. Oui, parce que là, une orientation beaucoup plus haute performance? Non, beaucoup autour des politiques publiques. D'accord. Et beaucoup autour de la sociologie. Voilà. Moi, j'ai un DEA en sociologie du sport que j'ai fait là-bas. D'accord. Ouais, donc, oui, on est plus sur la haute performance, mais beaucoup plus sur des aspects. Donc, j'étais vraiment sur le travail entre la mise en place d'une politique d'État sur un territoire. D'accord. Quelque part, c'est ce qui rejoint aujourd'hui. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc, ça tombe c'est bien. pour ça. Les choses ne se font peut-être pas tant par hasard. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que les choses se fassent par hasard. Je pense que les expériences elles façonnent
un parcours professionnel, et puis petit à petit, il y a une mise en cohérence qui s'opère. Voilà. Donc, 2-3 ans, tu fais ton DEA. Je fais mon DEA, DEA. c'est ce qu'on appelait Alors c'est aujourd'hui. je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Le doctorat, tout simplement. Ouais. Voilà. Alors après, j'ai commencé une thèse que je n'ai pas terminée. Oui, mais bon, peu importe. On a 3 ans de doctorat maintenant pour présenter sa thèse. D'accord. En fait, un master Bac plus 4, Bac plus 5. Nous, ça s'arrêtait à la maîtrise à l'époque. Et puis, toi, tu pouvais enchaîner par le DEA ce que tu as fait. Et maintenant, nous, c'est ce qu'on appelle la réforme LMD, qui date des années 2010. Licence, master, doctorat. Donc 3, 2, 5 ans. En fait, quand j'ai... 3 ans, 2 ans, 3 ans. Après, je vous dirai en quoi ces expériences-là m'ont apporté des choses, mais Oui, bien sûr. c'est des anecdotes, mais moi, quand j'arrive à l'université de Bordeaux, en fait, le concours que j'ai passé, le professorat de sport, allez, c'est une anecdote, mais c'était une affiche qui était posée sur un poteau comme ça. Voilà. Je me dis, tiens, ça a l'air pas mal. Et donc, je suis parti sur cette préparation-là. Et ce qui me plaisait bien, c'est le Krebs. Je savais qu'il y avait des sportifs, je ne savais pas très bien ce que c'était, mais ça me parlait, quoi. Donc Voilà. là, c'était le Krebs de Talence. C'était le Krebs de Talence. Que je connais bien. Et donc, c'était une préparation qui était intéressante parce qu'elle était menée... Il y a un pôle volleyball important là-bas. c'est un pôle France. Non, c'est à Toulouse. Oui, à l'époque, c'était un pôle espoir. Hein. Non, c'est un pôle espoir. Oui, c'est un pôle espoir. Non, c'est à Toulouse. Ouais. Non, le pôle France, il est à Toulouse en filles. Voilà, c'est ça. Et à Montpellier pour les garçons. D'accord. Et donc, c'était une préparation commune entre l'université et le Krebs de Talence, qui aujourd'hui on dit Krebs de Bordeaux. Ouais. Bordeaux-Talence, je crois. Et donc, j'y suis allé parce que ça me plaisait bien, le contenu de formation me plaisait bien, et puis fallait que j'ai un travail quand même. Voilà. Et donc, en fait, j'étais en maîtrise à l'époque, et donc j'ai décidé de différer ma maîtrise d'1 an, et au lieu de la faire en 1 an, je l'ai faite en 2 ans. D'accord. Pour préparer le concours. Donc, tu es déjà dans les aménagements, quelque part, connaissant. Ouais. Ça te parlait, du coup. Et après, j'ai eu donc mon concours, je suis parti à Paris, et ils m'ont proposé de continuer. Ta maîtrise et ton DEA. Voilà, exactement. Intéressant. Donc, j'ai fait ça comme ça. Très bien. Donc, vous voyez, parfois, il y a des opportunités qui nécessitent un peu de... Et le handball dans tout ça? Le handball, il n'y en avait plus à cette époque-là. Non, il n'y en avait plus, je ne jouais plus. Et je n'entraînais pas. Si, j'ai commencé à entraîner. Tu commençais à entraîner? Ouais. Petit aparté, du point de vue handball, donc pour entraîner, il te fallait des diplômes fédéraux, j'imagine? Oui. Tu as donc fait une formation en conséquence? Enfin, tu as suivi Après, une formation au sein de la fédération? c'est bien après ça. Après, j'ai passé... c'est après, donc après tes études? Oui, après mes études. C'est vrai que nous, on engage parfois nos étudiants à le faire aussi, à commencer pendant les études. Si vous pouvez le faire pendant les études, c'est mieux, oui, ça c'est sûr. Après, j'ai commencé pendant mes études. Ouais, j'ai fait mon BE1, BE2 après mes études. Ce qu'on appelle maintenant le DGEPS et le DSGEPS. Ouais. Donc voilà, mais ça, j'y reviendrai après. Donc du coup, quoi vous dire là-dessus? Alors quand vous êtes moins nombreux, j'aime bien vous demander quelle est la photo qui vous parle le plus. Alors, mon fils, c'est celle-là. Et ma fille, c'est celle-là. Et moi, c'est celle-ci. Voilà. Alors en fait... dans votre tête, quelle est la photo qui, après, qui vous parle le plus? C'est toujours intéressant. Oui, c'est toujours intéressant. Même si on le fait pour soi-même. Enfin, donc ça, c'est s'endormir pour ça. Ça, c'est l'environnement. Et en dessous, je vous ai mis les partenaires avec lesquels on travaille. D'accord? Donc la région Normandie. L'INSEP, puisque le Centre sportif de Normandie fait partie d'un réseau d'établissements qui est coordonné et animé par l'INSEP. Alors, justement, il y a 30 centres en France. Ouais. Ça, c'est vraiment important, parce que la structure, c'est l'INSEP, enfin la structure nationale, un haut lieu de la haute performance en France. Le lieu, on va dire, quelque part. Et avec ton nouveau poste, tu travailles en relation avec l'INSEP, j'imagine? En fait, je suis sur ce triptyque-là maintenant. Donc là, aujourd'hui, moi, je m'occupe de la Maison régionale de la performance. D'accord. Pour l'Agence nationale du sport. La Maison régionale de la performance, elle est adossée au Centre sportif de Normandie. Très bien. Qui est labellisé par le réseau Grand INSEP. Le réseau Grand INSEP, il coordonne, il anime tous les services qui sont présents au sein du Centre sportif de Normandie. Ouais, d'accord. Ce qui change, c'est que la Maison régionale de la performance, elle peut s'appuyer
sur les services du Centre sportif de Normandie, D'accord. mais elle doit aussi s'appuyer sur des services extérieurs au centre, parce qu'il y a un athlète, j'en sais rien, qui habite à Dieppe, il a besoin d'un préparateur physique. Oui, Il ne va pas venir ici, et il va falloir trouver et faire appel à une solution de proximité par rapport à l'athlète qui vit à Dieppe. Et puis l'autre partenaire qui est incontournable. Tout est fait pour que l'athlète puisse être dans les meilleurs contextes, plutôt que de le délocaliser. On parie sur le fait que sa performance est liée aussi à son contexte journalier, enfin quotidien. Quoi. Et puis l'autre partenaire, c'est l'Éducation nationale. Ouais, indispensable. Et le ministère chargé des sports, qui est maintenant, enfin c'est un seul et même ministère. C'est moi je trouve de mon point de vue plutôt une bonne chose. Une bonne chose, oui. Alors après c'est des cultures différentes, mais je trouve que c'est intéressant et ça va dans le bon sens de mon point de vue. Voilà. Et donc ces photos-là, puis après j'arrête, c'est un peu tous les chemins. C'est-à-dire que moi je dis souvent que un sportif de haut niveau, ce qu'il faut garder ce qui le fait arriver dans un sport, ça doit être votre cas aussi, c'est qu'il tout d'un coup il se découvre une passion, enfin voilà, ça lui plaît, l'amusement, enfin c'est l'activité qui lui plaît. Alors moi je pense qu'il faut réussir à le garder tout le temps, même quand on est là. Voilà, un athlète même à très haut niveau qui n'a pas plaisir à faire son activité, qui n'a pas plaisir à s'entraîner, c'est pas possible à un moment donné. Et justement, c'est vraiment important parce que il peut pas se prendre autant de charges et autant de contraintes s'il n'a pas gardé ce plaisir. Alors c'est pas du plaisir tous les jours, mais ce plaisir c'est la question de l'effort. De concourir, de pratiquer son activité. Alors là, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint tout à fait les propos de Franck Doudet qui, lui, en tant que préparateur physique des arbitres de L1 et L2 en football, nous expliquait que chaque entrée dans une séance, de son point de vue, devait être complètement différente. Pour garder justement cet attrait. Et d'ailleurs, les arbitres le remercient de ces entrées un peu éparses, si tu veux, pour garder cette motivation et s'inscrire dans l'effort. Et après, il y a différentes étapes. Puis, pour moi, un sportif, il va rencontrer aussi plein de personnes. Donc ça passe souvent. Moi, c'est des choses qui me. Alors, un accompagnement de la famille ou parfois, quand on n'est malheureusement pas un tiers, un père, entre guillemets, et qui est souvent là tout au long de la carrière. Et voilà, des sportifs de haut niveau, c'est un engagement familial. Moi, je l'ai vu quand je m'occupais du CSN. Ça embarque les parents, les frères, les grands frères, les petits frères. Et puis plus le parcours s'enrichit, plus l'investissement il est grand et important. Et même si on les voit des fois comme des gens très, très sûrs d'eux et avec beaucoup de résultats, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas besoin d'être accompagné. On s'en rend compte de plus en plus, oui. Voilà. Bien sûr. De plus en plus d'athlètes de haut niveau témoignent justement sur ces difficultés. Oui, c'est parfois difficile. Ouais. À une époque, c'était plutôt des choses qu'on cachait, alors qu'aujourd'hui, on s'ouvre sur... d'où l'importance de la préparation mentale, voire psychologique. Et puis après, voilà, donc après, moi, je pense qu'il y a souvent des étapes importantes, des éducateurs qu'on rencontre qui vous donnent les fondamentaux de votre activité, qui sont quand même importantes. Puis après, c'est les premiers stages, les premières sélections, puis après, c'est parti, quoi. Voilà. Donc après, la difficulté, c'est que on peut sortir à tout moment des parcours de performance et que d'un point de vue médical, d'un point de vue scolaire, on parlait de la prépa mentale, la préparation physique, l'engagement collectif, c'est de garantir auprès des athlètes et de leurs familles, quand on parle de mineurs, que le bien-être psychologique et le bien-être physique soit préservé. Ce qui est drôlement intéressant, c'est une vraie préoccupation aujourd'hui. Toujours en revenant sur la singularité, quand tu parles de cet athlète à Dieppe, où on va trouver les moyens de lui donner la possibilité d'être dans un très bon environnement, tout en restant chez lui, quoi, quelque part. Exactement. Et ça, c'est une façon de réfléchir à la performance qui est totalement différente des années 90, quoi, voire 2000.
Quand tu parlais de filière, par exemple, Ouais. où on est très structuré, on emmène tout le monde dans des lieux communs, comment dire, on décentralise les gens, on les sort de leur contexte, alors qu'aujourd'hui, on parie un peu plus sur Alors le après, il y a contexte. des athlètes pour qui c'est pas possible, Mhm. qui ont envie d'aller ailleurs, de se Ouais, bien sûr. confronter à autre chose. Et puis il y en a d'autres, il y a des activités pour lesquelles c'est plus compliqué. On parlait du badminton. À un moment donné, il faut quand même des partenaires de son niveau. Voilà. Donc parfois, c'est aller, comme Alex, par exemple, c'est aller à l'INSEP, ou pourquoi pas plus tard, on le voit maintenant dans le tennis, c'est créer des académies où on fait venir pour soi des partenaires d'entraînement. Ça, c'est encore autre chose. Je crois que il y a les frères Popov en badminton qui ont cette organisation-là. Ils sont dans le sud de la France. Voilà, avec leur père, et puis ils ont toute une organisation. Alors, Autour. je ne sais pas si c'est une académie, en tout cas, ils ont trouvé une organisation sur place qui leur convient. Donc moi, je crois surtout, ce qui est possible aujourd'hui, c'est de choisir un peu l'organisation, alors pas qui nous plaît, mais qui nous rend performants. Ouais, bien sûr. En ligne de mire, c'est quand même ça derrière. Bien sûr. Pas uniquement. Surtout que là, il y a un parce que enjeu. ça nous plaît. Je sais pas, je pense que tu as pensé, tu souhaitais l'aborder peut-être, c'est l'enjeu des Jeux Olympiques, j'imagine. Oui, Cette les préoccupation, ouais, l'Agence nationale du sport au travers, ça je vais y passer parce que donc la maison régionale, voilà. Voilà, là où donc tu ça- travailles. ça en La gros LRP. c'est juste pour vous montrer que au-delà d'une organisation opérationnelle, Mhm. les choses elles se font, et ça peut-être que dans vos métiers vous serez amené vous serez confronté à ça, et quoi qu'il en soit, c'est aussi important de s'y intéresser. C'est que c'est aussi parfois mis en place d'un point de vue réglementaire et législatif. Voilà. Et donc que ce domaine-là, sur lequel quand on est jeune, on peut être parfois un peu hermétique à la Bien sûr. dimension réglementaire, Et pourtant, elle est quand même fondatrice et elle est quand même obligatoire. Donc, voilà, la Maison Bah, régionale c'est de une la côté- performance, voilà, c'est pas c'est- une idée de la Normandie. qui a été lancée comme Voilà, ça, c'est pas une idée qui a été lancée. c'est comme une ça. volonté nationale aussi. Et surtout, elle s'est mise en place sur la base de textes circulaires, d'arrêtés. Voilà. Donc, je vous les ai mis, vous pourrez Ouais, les regarder très bien. si vous voulez. Mais On la c'est retrouvera sur la vidéo. De toute voilà, façon, exactement. hein. Vous voyez, ça part d'une réforme, et après, il y a la décision de transférer les missions du sport de haut niveau, et un arrêté de décision qui nomme le CSN comme la structure d'accueil de la Maison régionale de la perf. D'accord. Très Voilà. bien. Ouais, intéressant. Donc voilà, tu parlais des Jeux Olympiques. Oui. Euh, Justement, à travers l'ANS. Oui. Voilà, sur l'Agence nationale du sport, en fait, donc il y a un directeur général de l'agence qui est Frédéric Sanor, et il y a un manager de la haute performance qui est Claude Onesta. Voilà, Claude Onesta, j'espère que ça vous parle. vous connaissez? Chers étudiants, Non. chers étudiants. C'était qui? C'est qui? Parce qu'il est toujours là. Oui, toujours là. C'est qui Claude Onesta? Alors, ancien entraîneur de l'équipe de De France de hand, de handball et qui a eu quelques résultats, on peut dire ça. ouais. Oui, pas beaucoup de résultats. Qui a été aussi entraîneur du club de Toulouse, Ouais. qui est cadre d'État, enfin qui l'était, je ne sais pas s'il est encore. Alors justement, puisque tu parles de l'ANS, vous qui êtes en voie de professionnalisation et en termes de formation, si on va sur le site de l'ANS, il y a des offres d'emploi de proposer, hein, me semble-t-il. Oui, souvent, ouais. Ouais, souvent, il faut Enfin, aller souvent, voir. quand il y en a, mais Oui, il y en mais a, ouais. il faut regarder régulièrement, quoi. Ouais, Ça exactement. ça peut être intéressant. Et donc, l'Agence nationale du sport, donc les missions haut niveau, elles ont été confiées à l'Agence nationale du sport. Le ministère chargé des sports a conservé ce qu'on appelle son pouvoir de tutelle et de réglementation. D'accord. Je m'explique. L'Agence nationale du sport, elle
met en place la politique du sport de haut niveau au travers des maisons régionales de la performance. D'accord ? Donc c'est elle qui a les moyens financiers. Chaque maison régionale de la performance a un budget qui est donné par l'agence. Par contre, la réglementation, par exemple, les sportifs, ils sont ce qu'on appelle listés, ils sont classés dans des listes. La proposition de mise en liste, ce sont les fédérations et l'Agence nationale du sport qui l'a fait. Par contre, le ministère, c'est lui qui réglemente et légifère sur la mise en liste. D'accord. Je suis clair ou pas ? Oui, de la reconnaissance. Voilà. Fait, hein. Moi, je suis clair, je sais pas. Si des précisions, les étudiants, vous avez besoin C'est de bon, précisions, ça va ça ? C'est maintenant qu'il faut poser les questions. Et sur la tutelle, les maisons régionales de la performance, elles ont été raccrochées à des établissements qui sont sous la tutelle du ministère chargé des sports. D'accord. D'accord ? Avec un certain nombre de fonctionnaires du ministère qui travaillent pour l'agence et pour la maison régionale de la performance. Donc, toi, tu travailles donc à la maison régionale de la performance, si je comprends bien. Avec ce Oui, nouveau poste. depuis le 1er mars. Voilà. Oui. Mais tu dépends toujours du ministère Jeunesse et Sport. Oui. De par ton statut. Oui. Hein. Donc, Ma carrière est toujours gérée par le ministère. ça fait comme Franck qui est CTS Exactement. et qui a été mis à disposition de la Oui. fédération. Mm. Hein. Mais toi, c'est dans le domaine de la haute performance. Alors moi, pour Et- l'instant, je suis tout seul, mais je vais avoir 2 conseillers Bien. qui vont arriver, qui sont en cours de recrutement. Un sur l'optimisation de la performance et l'autre sur le suivi socio-professionnel Ah des oui, sportifs. intéressant. Voilà. Donc on va être 3. Par contre, tout l'aspect gestion, administration est géré par le CSN. Et moi, je suis sous l'autorité. J'ai une double, Du directeur, en fait. on va dire, autorité. J'ai Claude Onesta au niveau de l'agence sur la politique et la stratégie nationale du sport de haut niveau. D'accord. Et j'ai une autorité fonctionnelle avec le directeur de l'établissement du CSN qui est Frédéric Tellier. D'accord. Voilà. Et cette bivalence n'est pas trop difficile à gérer, enfin, Non. en termes d'identité, je dirais. Non. Non, ça, Non. ça Bah, se passe bien. moi, je suis Après, un tu peu- connais les protagonistes, mais Oui, puis je suis. Ça fait un peu comme Franck. En fait, on est habitué à avoir à la fois une autorité fonctionnelle et une autorité hiérarchique différente. Donc, je pense qu'on a dû développer, sans s'en rendre compte, des habitudes et des manières donc de en fonctionner. fait, tu es missionnaire de ces différentes, en tant que fonctionnaire de l'État, on va dire. Et par contre, tu es autonome pour mener à bien ta mission. Oui, oui, On est bien d'accord. oui, complètement. C'est-à-dire Ça, que, c'est important quand même. j'ai une mission de l'agence pour mettre des choses en place sur la Normandie, Et en après, lien avec la politique de l'agence. Donc ça, il faut que je m'en porte garant. Hein. Bien sûr. Et après, par contre, la manière dont je vais la mettre en place et la porter, C'est toi qui en es responsable, c'est moi qui en suis responsable. Pour autant, je rends compte au directeur bien sûr. du CSN, à l'agence, et puis à la gouvernance de l'établissement. Donc, tu rencontres régulièrement? Comment ça se passe? C'est des réunions où tu dois Là, présenter l'évolution de la structure, de ton travail? Là, il y a une réunion hebdomadaire avec l'ensemble des responsables régionaux haute performance, D'accord. qui a lieu tous les lundis, après-midi. Ah bah, Voilà. bon. On te remercie d'autant plus d'être là, alors. Après, vous voyez, le lundi matin, j'ai une réunion de direction avec le Ouais. directeur du CSN et son adjoint. Et puis, après, j'en rencontre aux administrateurs du CSN, il y a un CA, il y a 3 CA par an, 3 conseils d'administration. Et pour l'agence, c'est un peu nouveau, là. Je ne sais pas trop comment. Il y a un dialogue de gestion, je crois. Enfin, ça, je vais découvrir au fur et à mesure. D'accord. Mm. Ouais, donc, ton temps hebdomadaire est bien occupé. Ouais, je dois m'occuper, ouais. On Oui. a de la chance de t'avoir. Oui. Mais après, non, mais je garde Mais du c'est temps intéressant, aussi. c'est Oui. intéressant de mesurer toute l'implication qu'il Mm. faut avoir. Vous connaissiez l'agence, vous, nationale du sport? Vous en aviez entendu parler ou pas trop? Non. Ça remplace quelle structure? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que l'ANS, ça va être plus compliqué. Mais... Vous n'avez jamais entendu parler de fonds CNDS? Oui? Non? C'était quoi le CNDS?
C'est l'ancêtre en fait de l'ANS. Ouais, c'était un fonctionnement. Je ne suis pas un spécialiste. Non, l'agence, elle a pris à la fois des compétences du ministère. Du ministère, oui. Et puis, elle a récupéré effectivement des moyens financiers qui étaient du Centre national pour le développement du sport. Pour le développement du sport, le CNDS. D'accord. Ok. Donc voilà, moi, mon travail aujourd'hui s'inscrit dans ce programme-là, ce projet-là qui s'appelle le plan Ambition Bleue. Alors ça, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le regarder. Donc c'est intéressant, c'est tout un diagnostic de l'organisation et du fonctionnement du sport de haut niveau en France. Une comparaison avec d'autres modèles. Ouais. Européens ? Européens principalement. Notamment l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Et du coup, donc ça a été un long travail de diagnostic et la proposition d'une nouvelle manière de fonctionner. Donc il y a des préconisations également. Voilà, c'est même plus que des préconisations, c'est des décisions, décisions qui ont été prises dans le fonctionnement de l'organisation du sport de haut niveau. D'accord. Donc il y en a, moi je vous les ai mis, il y en a 3 de mon point de vue. Il y a des moyens financiers, alors j'ai mis qui sont alloués de manière plus pertinente, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de davantage cibler les moyens financiers sur les disciplines et les sportifs qui amènent des résultats. Ah oui, d'accord, carrément. Voilà, parce que les autres modèles, notamment le modèle anglais, a fonctionné comme ça, et la concurrence internationale fonctionne comme ça. Donc, une des volontés de l'agence par rapport aux Jeux de Paris, mais pas que, parce que c'est aussi un programme qui se lance pas que sur Paris, c'est de cibler davantage les ressources financières sur les disciplines et les sportifs qui sont pourvoyeurs de médailles. Question ? Oui. Merci Julien. C'est pour ça que dans les pôles, il y a plusieurs sportifs, mais il y a souvent accès qu'à un seul préparateur physique ou des choses comme ça. Alors, un jeune qui a accès à un préparateur physique, je sais qu'ils payent tous à peu près la même chose, mais qu'ils n'ont pas tous le même suivi. C'est-à-dire que pour des athlètes, il va y avoir un ciblage plus précis sur effectivement ceux qui ont des niveaux de performance et donc des besoins plus importants. C'est une question. Je ne sais pas ça. C'est difficile de répondre. Pour l'instant, il y a des efforts. Moi, ce que j'espère en tout cas, c'est que les efforts qui sont faits aujourd'hui, parce que les efforts qui sont faits aujourd'hui pour Paris, ce qu'on peut espérer et souhaiter, c'est qu'ils perdurent pour les Jeux Olympiques suivants. Alors, à mon avis, il y a plusieurs. Une des raisons, c'est que de toute façon, c'est un champ de plus en plus concurrentiel. Et s'il n'y a pas des moyens suffisants qui sont mis, eh bien, de toute façon, la France ne pourra pas maintenir son rang si les moyens baissent. Ça, c'est indéniable. C'est des moyens qui sont en hausse partout pour ça. Oui, il faut espérer que ce soit structurel. Après, le budget qui est consacré au sport et au sport de haut niveau en France, si on ramène ça au budget de l'État, il est tout petit. Donc, il n'est même pas 1% du budget global. J'étais justement avec Franck Doudet sur une conférence à l'INSEP fin janvier sur la place des sciences humaines et sociales en termes de recherche dans le milieu du sport de haut niveau. Et justement, un des interlocuteurs nous disait que grâce au JO, on pouvait peut-être espérer avoir un budget plus conséquent, parce que quand tu dis qu'il y a un tout petit budget pour le sport en France, d'un point de vue global, mais sur les aspects sciences humaines et sociales, c'est encore plus petit. Oui, ça et là, il disait, voilà, lancez-vous dans il s'adressait à des étudiants, en l'occurrence, en disant, lancez-vous dans des recherches, parce que les budgets devraient augmenter grâce justement à l'apport, espérons-le, financier des Jeux Olympiques. Donc en tout cas, c'est un des souhaits. Ce que ça a amené indéniablement les Jeux Olympiques de Paris, la candidature,
c'est aussi toute une dynamique autour de la place du sport. Alors, si on prend le comité d'organisation des Jeux, alors je ne vais pas parler du prix des places, mais en tout cas, il y a une volonté de faire des Jeux Olympiques de Paris quelque chose de très partagé et très collectif. Voilà. Oui, très populaire. Très populaire. C'était un peu de... En tout cas, il y a une il y a des efforts faits en ce sens-là. Il y a aussi des investissements qui ont été faits dans les installations sportives, dans les collectivités, dans les établissements comme le CSN, qui sont importants et qui seront utiles pour la suite. C'est-à-dire que ça permet de rénover tout un tas d'installations sportives, ça permet de rénover des équipements, d'investir dans du matériel, dans des infrastructures avec de la technologie plus poussée que par le passé. Alors justement, la Normandie, de ce point de vue-là, est particulièrement bien placée par rapport je parle d'un point de vue géographique, oui. Puisque il me semble avoir assisté à une réunion il y a 2 ou 3 ans avec Hervé Morin, donc le président de la région, et qui disait on voudrait vraiment être une base arrière pour les délégations qui le souhaitent pour les fait partie de cette volonté-là aussi, j'imagine. Oui, la région Normandie, très concrètement, c'est les investissements qu'ils ont fait à Oulgat. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un site qui va accueillir des délégations internationales dans le cadre des Jeux. Et puis, il y a aussi des collectivités qui l'ont fait ou qui le font encore. Et je me souviens, justement, il y avait une réflexion à l'époque sur la piscine d'Yves-sur-Mer, qui est juste à côté du CSN, et sur pourquoi pas une dimension un peu plus olympique de la piscine. Alors c'était pas dans l'air du temps, c'était une demande des nageurs justement. Mais après je sais pas, c'était il y a quelques années ça, déjà 4 ou 5 ans. Et au-delà, si tu veux, des installations qui vont permettre l'accueil de délégations, c'est surtout ensuite des installations qui vont permettre une pratique sportive dans des installations de grande qualité. Donc ça va forcément avoir des effets, ça va présenter un intérêt pour le sport en France, qu'il soit de haut niveau ou le sport pour tous d'ailleurs. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et avec la maison de la régionale de la performance, tu es vraiment centré sur la haute performance, parce que performance, on pourrait en tenir, on pourrait en faire un cours complètement. Sur la je vais en parler après, il y a des... Ouais. Les deux. Les deux, oui. Aussi bien le sportif de haut niveau que... Là où les efforts sont portés financièrement, c'était par rapport à la question, c'est que sur des athlètes... de très haut niveau, on va mettre des moyens importants, et parfois pas que de la maison régionale de la performance, mais aussi de l'Agence nationale du sport directement. Mais on a aussi tout un travail autour du renouvellement des élites, et donc des aides aussi sur les plus jeunes. Ouais. D'accord, très bien. Ça, c'est quand même important à tenir en compte, à prendre en compte. Donc là c'est des... Bon, là, il y a des phrases pour cibler. Donc, je vous ai mis des moyens financiers plus ciblés. En rouge, oui. Donc, en dessous, c'est ciblage des investissements en priorisant certains sports, disciplines ou athlètes. Ça, c'est très clair. Il y a une sélection des sports, alors, priorisant certains sports. Oui, il y a des sports où les chances de médaille, elles sont clairement identifiées et reconnues, et pour lesquelles ils ont... ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas. Mais du coup, ils ont un coup de pouce supplémentaire pour les mettre dans les meilleures conditions possibles par rapport aux Jeux de Paris. D'accord, intéressant. Voilà. Après, c'est... J'aime beaucoup le deuxième point, la nouvelle culture de la performance. Alors, ça, je pense que c'est du Claude Nessa. Donc, c'est passer du prêt-à-porter à la haute couture. Donc, voilà. C'est-à-dire que... L'image est belle. Donc là, c'est vraiment dans la notion de ciblage. C'est-à-dire qu'on prend l'athlète... on lui fait une robe haute couture. Et pas... D'accord. Moi, j'aime bien le prêt-à-porter aussi, mais... voilà. Et, on est sur le sur-mesure, on va dire. Voilà, exactement. Et c'est le passage d'une obligation de moyens à une obligation de performance. Voilà. C'est vraiment important, cette idée de passage. Oui. Parce que ça veut dire qu'on change de mentalité aussi. Oui, c'est tout le travail
qui est demandé à l'Agence nationale du sport par le que manager. et tu relais dans ton Et poste. que moi, j'essaie de relayer. Pour l'instant, j'essaie de me mettre Déjà d'accord dedans. avec moi-même. C'est déjà pas mal. Et puis après, avec tous les acteurs. Alors ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire que lorsqu'on exerce un métier dans le sport, mais dans n'importe quel métier, c'est de pouvoir avoir une philosophie liée à ce métier. Dans un échange informel, tu nous parlais de la méthode d'Edgar Morin, qui t'avait fortement influencé. Oui. J'imagine que... D'ailleurs, il fallait que je donne mes lectures, non? C'est pas Oui, ça? c'est ça, oui, oui. D'accord. Julien est très... D'accord, je les donnerai à la fin. Oui, on le fait à la Moi, fin. je pense, alors j'ai une diapo là-dessus, je pense que c'est des métiers où, le métier d'entraîneur, enfin tous les métiers, en fait, vous êtes en général au carrefour de plein d'interlocuteurs. Et c'est des métiers où il faut être capable d'avoir, alors Edgar Morin, il a écrit l'éloge de la pensée complexe, Eh ben, voilà. mais voilà, il faut avoir une vision 1999. 360 degrés et être capable de vous dire que ce que vous avez à gérer, ça interagit avec tout un tas d'autres acteurs. Complètement. Faut Et pas être que centré pour sur que ça soi-même. fonctionne, il faut prendre en compte tous les points de vue, tous les avis. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut donner raison À tout le monde. à tout le monde. C'est bien On est là d'accord. toute la difficulté. Il faut que chacun D'où l'importance d'une soit pris en philosophie. compte dans la réflexion et dans le projet que vous portez. D'où l'importance d'une philosophie et puis aussi de porter des valeurs. Ça, On parlait de c'est- l'éducation nationale, c'est un paramètre dans le parcours d'un athlète. Alors, je suis désolé, je suis dans l'université, mais des fois, c'est une institution qu'il faut un peu bousculer. Voilà. Mais, Parce que... on est entièrement d'accord. Vas-y, partage. Donne-nous Parce ton que sur avis. des parcours comme, je vais reprendre Alex Lanier, Ouais. on ne peut pas raisonnablement C'est vraiment important, ça. enfin, on peut pas demander aux parents et à l'athlète de rentrer dans le système scolaire tel que l'institution, par ses contraintes collectives, aimerait. Ça ne marche pas. Ça Ça peut pas rejoint marcher. tout à fait ce que je vous expliquais en TD la semaine dernière sur la capacité d'innover en sortant du cadre. Et donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire Et que c'est comme ça qu'on crée de la quand performance. je dis en qu'il fait. faut une pensée globale, enfin systémique en l'occurrence, si on parle d'Edgar Morin, vous prenez en compte cet élément-là. L'élément scolaire, il est à prendre en compte. Par contre, ça ne veut pas dire que vous acceptez. Alors, il ne s'agit pas d'être rebelle, mais vous ne pouvez pas accepter les règles collectives. Il faut les adapter à l'individu. Vous voyez ? C'est obligatoire. Sinon, De toute façon, c'est ce sinon, qui est démontré dans toute approche de l'entraînement, il y a eu un de rapport. la performance aujourd'hui, c'est la capacité d'adaptation de toute façon. Il y a eu un rapport très intéressant d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Tout ça sous le pilotage de Jean-Marc Serfati. Je vous invite à aller Intéressant. lire des choses que propose, qui est le conseiller au niveau du ministre de l'Éducation nationale, où justement il propose que les sportifs de haut niveau dans leur scolarité soient placés au centre. Mais d'où l'importance de bien cibler ceux pour qui on le fait. Parce qu'à l'inverse, ça ne peut pas être un principe général non plus. C'est-à-dire que moi, dans le centre dont je m'occupais, il y a 200 athlètes. Les 200 athlètes n'ont pas besoin d'être Tous la mis même au chose. cœur du dispositif. C'est-à-dire qu'ils aient collectivement besoin d'aménagement scolaire, oui, pour pouvoir s'entraîner tous les jours, oui. Que pour autant, pour chacun d'entre eux, on propose une organisation individuelle, non, ce n'est pas utile. C'est pas utile, bien sûr. Donc il faut être capable de le réserver à quelques-uns, parce que dans la pensée, dans la vision un peu Complexe. systémique, c'est complexe. Il faut se mettre aussi à la place de l'éducation nationale, c'est-à-dire que ça, vous ne pouvez pas leur demander pour trop d'élèves, parce que sinon, donc il faut bien choisir l'athlète de façon à ce que quand vous le demandiez, votre demande soit crédible et que du coup, que les personnes des établissements scolaires, de l'université ou même du rectorat se mobilisent facilement parce qu'ils disent « Ah oui, effectivement, ce n'est pas la 400e demande, c'est la 10e demande de l'année. Donc effectivement, quand la MRP le demande, on sait que c'est pour des athlètes avec des profils très très particuliers. » Alors là, tu as une responsabilité importante, j'imagine, par rapport à... parce que choisir l'athlète, c'est... C'est pas moi qui le choisis, c'est pareil. Non, mais tu organises le relais, j'imagine ou entre... Non, mais moi, une des premières choses... moi, j'étais en phase avec ça, mais ça, ils ont beaucoup... Enfin, les personnes de l'agence insistent beaucoup là-dessus.
les décideurs et ceux qui portent réellement les besoins, c'est la fédération, et plus que la fédération, c'est le sportif, voire l'entraîneur et le sportif. Voilà. Donc là, ça pose la question de la détection du potentiel. Pour Ouais, ces gens-là, bah, je veux dire. Oui, alors après, on a des je vais vous les montrer après, mais en fait, donc ça, je vous le passe, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Voilà. Où est-ce que c'est? Ouais, non, c'est là. Là, après, il y a en fait, ils ont travaillé sur des ciblages. Alors, ils appellent ça Ouais, des cercles, voilà. en fait. Intéressant. Donc ça, vous avez, quand tu disais le ciblage, il y a ce qu'on appelle un cercle haute performance. Ce n'est pas exact ce que j'ai écrit là d'ailleurs. C'est les sportifs identifiés par la fédération et par l'Agence nationale du sport. Ouais, c'est conjointement, de toute façon, parce que Oui, alors c'est les fédés qui les proposent, et Oui, puis bien l'agence, appuie la à l'agence, demande. il y a des conseillers haute performance. Ils sont répartis les disciplines. Ils travaillent avec les fédérations et ils repèrent les potentiels. Voilà. D'accord. Et ces potentiels-là, dans les cercles haute performance. Alors, vous pouvez aller sur le site de l'agence. Vous avez un onglet haute performance, Ouais. et il y a un déroulé, et il y a possibilité de comment. Pardon. Ah, ton micro s'est détaché. Ouais. Vous le voyez, le cercle, il y a la liste des athlètes qui sont dans ce cercle-là. D'accord ? D'accord. Donc, c'est ceux qui ont fait une médaille d'or, je crois, dans les 2 dernières années sur une compétition internationale. Voilà. Et ce principe-là, c'est un principe d'entrée et de sortie. C'est-à-dire que vous pouvez être dans le cercle, et puis vous n'avez pas de résultat pendant quelques temps, vous en sortez, et un autre athlète peut y rentrer. D'accord. D'accord ? Il n'y a pas de nombre de places Défini. prédéfinies, en fait. C'est vraiment un système d'entrée-sortie. Ok. Donc, c'est vraiment dans cela où on est dans passer du prêt-à-porter à la haute couture, où on passe sur des financements très spécifiques. Mais ça peut aller, oui, sur de l'achat de matériel, ça peut aller sur le besoin de créer un emploi pour l'aider à préparer. Mais donc là, les du jeux. coup, à travers ce que tu nous expliques, il y a vraiment une politique d'État qui prend en charge cette singularité de la haute performance, quelque part. Oui. Alors, l'agence, c'est pas que l'État. Justement, L'agence, c'est un groupe. C'est là où je voulais que tu en viennes. Voilà, l'agence, c'est nous un. expliquer un petit peu. L'agence au niveau national, c'est un groupement d'intérêt public. Voilà. Donc, il y a des financements de l'État, mais pas que. Et au sein Un de peu ce comme le CSN. Voilà, exactement. Le CSN, c'est un groupement d'intérêt public. Là, au niveau de l'agence, il y a effectivement l'État qui est très représenté. Vous avez aussi les collectivités territoriales, enfin des représentants des collectivités territoriales. Vous savez ce que c'est, les collectivités territoriales ? C'est à espérer. C'est régions, départements, voilà, Ouais. toutes ces structures-là. Qu'est-ce qu'on a comme collectivité territoriale au local? Pardon, oui, j'ai entendu. Quand la mer, très bien. Oui, tout à fait. Donc vous avez les représentants des communes, des départements, des régions. Vous avez Des communautés de communes aussi. Exactement. Vous avez les fédérations, bien évidemment, et puis le monde de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est le président, c'est M. Cadeau, qui est un ancien préfet. Ah oui, d'accord. Ouais. Et qui a été aussi préfet en charge de la préparation des Jeux. Voilà. Très bien. Donc oui, il y a une politique d'État, mais c'est pas l'État décide pas seul, et l'agence, c'est pas un ministère, hein, c'est un groupement d'intérêt public avec tous les acteurs. Et donc sur le ciblage, ces athlètes-là, ils sont dans le cercle haute performance. Okay. Après, on a un deuxième cercle qui sont les sportifs des cellules PERF 2024. Alors le slogan, entre guillemets, c'est faire d'une 4e ou une 5e place une médaille, quoi. Comment on passe de la 4e, 5e place à une médaille. Alors là, en l'occurrence olympique, ou une médaille sur un championnat du monde, certaines activités, classe 2, 3e, hein, donc c'est plus facile. Oui. Et donc ceux-là, ils sont presque traités de la même façon, en fait, en termes d'aide et en termes d'accompagnement. Puis après, vous avez les sportifs listés, c'est-à-dire des gens qui sont régulièrement en équipe de France, mais qui n'ont pas forcément de résultats. Voilà. Alors, puis après, je dirais, vous avez tous les autres, c'est-à-dire les sportifs qui sont dans des pôles comme au CSN, qui sont
vers le haut niveau, quoi, qui veulent accéder au haut niveau. Oui. Question. Bonjour, je m'appelle Théo, je suis spécialisé en football. Pour les sports collectifs, est-ce que du coup vous êtes dans une logique d'équipe ou dans une logique de sportif pour tout ce qui est médaillé, etc. Alors, Bonne question. non, c'est un peu les deux. Enfin, en fait, ceux qui sont là sont les collectifs, sont les joueurs qui sont appelés régulièrement En équipe nationale. en équipe nationale. D'accord ? C'est-à-dire un joueur qui va avoir une sélection, il ne va pas nécessairement intégrer directement ce cercle-là. Donc ils ont tendance à resserrer. Après, ça reste aussi un système d'entrée-sortie. Celui qui a une sélection et puis qui ne quitte plus la sélection, et au bout d'un certain nombre de sélections et devient indiscutable, eh ben, il va intégrer ce cercle-là. Voilà. D'accord. Après, les moyens financiers dans les sports professionnels sont mis de manière moins importante que dans des sports de haut niveau où il n'y a pas toute l'économie autour de l'activité. L'idée, ce n'est pas d'aider pour aider. C'est-à-dire que quelqu'un comme Nicolas Karabatic, il n'a pas besoin d'aide. Non, parce qu'il a sa propre... Il est dans le cercle de performance, mais il n'a pas besoin d'aide, parce qu'il a son organisation, Bien sûr. l'organisation avec son club, ça fonctionne. D'accord ? Le Par PSG, hein, c'est ça. Voilà, le PSG. Ou, Pour ne pas le nommer. alors, évidemment, les joueurs de foot, Kylian Mbappé, il ne va pas faire les Jeux Forcément. Olympiques, mais vous Forcément. voyez, tous ces athlètes-là qui ont une économie particulière, ils sont reconnus, ils ont le statut, mais ils n'ont pas d'aide en réalité. Là, moi, un des premiers dossiers que j'ai traité, c'est un cavalier en concours complet. Eh bien, contrairement, moi, je ne suis pas du tout spécialiste d'équitation, hein, mais contrairement au CSO, donc concours complet, c'est dressage, cross et CSO. Donc CSO, c'est le. Il y en a qui font de l'équitation ici ? Non. On a une spé équitation, mais je ne sais pas si les étudiants d'entraînement sportif sont là, non. Et le CSO, c'est les sauts, ce qu'on voit le plus souvent à la télé, le saut, oui. voilà. Et puis, il y a les cavaliers qui font que du CSO, donc que du saut. Donc ceux-là, en général, ils ont une organisation. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Saut d'obstacle. Voilà, saut d'obstacle, pardon, on va chercher le mot. Eux, ils ont une organisation en général qui fonctionne plutôt bien, financièrement, ils s'en sortent plutôt bien. Et les cavaliers ou les cavalières en concours complet, ce n'est pas du tout le cas. Et là, c'est un athlète pour lequel il va y avoir un emploi, ce qu'on appelle des emplois sport de haut niveau qui vont être mobilisés. Donc, c'est des emplois enfin, c'est renouvelable tous les ans. Il est dans ce cercle-là pour lui permettre d'avoir des ressources financières suffisantes pour pouvoir se préparer au niveau des Jeux. Voilà. Donc, vous voyez, des fois, on peut penser que les sportifs qui font les Jeux Olympiques ont tous les moyens vivent tous correctement, parce qu'on a souvent l'image de ceux qui réussissent et qui sont très médiatisés, mais c'est pas toujours le cas. Il me semble avoir vu une émission dernièrement sur cette problématique des sportifs de haut niveau qui ont des problèmes budgétaires justement pour mener à bien leurs projets sportifs. Exactement. Je ne sais plus à quelle occasion, je me demande si c'était pas sur Stade 2 justement un dimanche soir, où était mise en avant cette problématique. Et sur les aides financières, le travail de la Maison régionale de la performance, c'est qu'auparavant, un sportif de haut niveau en tir, en dressage, enfin, Sur des activités plus confidentielles, ouais. Il allait chercher un peu partout des aides financières. Donc des fois, il avait une bourse, c'est toujours le cas, hein, il peut avoir une bourse de la région, il peut avoir une aide de sa commune, une aide de sa fédé. Et donc il fallait qu'il arrive à agglomérer tout ça. L'ambition de la Maison régionale de la performance, c'est d'être justement un lieu un peu qui coordonne et qui réunit tous ces acteurs-là pour faciliter les démarches et éviter que ce soit l'athlète qui allait faire lui-même. C'est drôlement important pour qu'il soit allégé de cette contrainte-là et qu'il puisse se consacrer pleinement parce que ça à l'entraînement. Beaucoup d'énergie. Hein, exactement. Pour des fois des résultats peu satisfaisants. Oui, voilà. Forcément. Donc là, typiquement sur le cavalier ou la cavalière dont je parle, là, il va y avoir en plus une aide, l'Agence nationale du sport va aider,
il y a une collectivité qui va aider. Et voilà, donc il va y avoir plusieurs aides qui vont permettre à l'athlète d'être dans de bonnes conditions. C'est récent, cette façon de penser la haute performance. Bon, ton poste est récent, mais cette mise en place, bon, tu nous as montré un peu la genèse à travers la réforme de 2020, là, mais parce que c'est vrai qu'on a souvent entendu de cette période-là, en fait. Ouais, Oui, c'est assez récent. C'est 2-3 ans maximum. Ouais. Oui, c'est la perspective des Jeux qui ont. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, les Jeux peuvent permettre d'améliorer les choses de ce point de vue-là, quoi. Ils ont conçu cette organisation-là au travers de l'agence, qui était un projet qui datait un peu. Après, ils ont sollicité Claude Onesta, et qui a engagé un travail collectif, diagnostic, et ils sont arrivés sur cette méthode-là. Alors ça, c'est drôlement intéressant, parce que si on parlait de complexité, de systémie, ce qui est intéressant dans vos pratiques, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne en tant qu'entraîneur, c'est toujours de m'inspirer de ce qui se passe à très haut niveau, pour voir dans quelle mesure je peux l'adapter à mon propre niveau. C'est intéressant de voir comment la haute performance est prise en compte par la NS, par ton poste à travers la maison régionale de la performance, pour voir vous, éventuellement, dans vos structures associatives, comment on pourrait agglomérer les différents pôles, que ce soit bénévoles, les élus, les sportifs, les parents, pour pouvoir créer les meilleures conditions et peut-être pour, par exemple, passer de 1 ou 2 entraînements semaine à 3, 4, 5 entraînements semaine. Quoi. Je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu comment ça se passe là-haut et de voir comment on peut le transposer. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, il y a déjà eu des évolutions. Enfin, par exemple, si on prend l'outil numérique, tout le travail d'analyse à partir d'outils vidéo, là où il y a quelques années, c'était réservé à une élite. Aujourd'hui, c'est un outil qui est complètement, en tout cas, très démocratisé dans les pôles. Je parle plutôt des sports co. En canoë-kayak, je ne sais pas trop, d'ailleurs, si vous utilisiez. Si ? Ouais, voilà. Donc, et ça commence même à apparaître sur les niveaux amateurs et bénévoles. Et moi, je pense que aujourd'hui, c'est un outil et c'est des choses qu'il faut utiliser avec les nouvelles générations parce que les plus jeunes, ils savent parfaitement utiliser ces outils-là. Et c'est quand même un outil, quand c'est bien utilisé, qui en termes d'apprentissage est quand même très intéressant. Un truc tout bête, la numérisation des feuilles de match, que ce soit en handball, en basket. Alors en basket, je pense que ça existe maintenant. Et puis nous, en volley, depuis 2 ou 3 ans, ça y est, c'est bien en place. Ça a été difficile, la mise en place, mais cette numérisation, elle te permet d'accéder comme tu veux à partir du site sur la feuille de match de l'équipe et ça te permet déjà de faire, à partir de cette feuille de match, de faire des statistiques en conséquence, quoi. Même dans l'acceptation, moi quand j'entraînais en N1 à Caen, quand on faisait des retours vidéo, il y avait des précautions parfois à prendre avec certains joueurs, parce que c'est jamais facile, notamment je me souviens des plus jeunes où il fallait faire attention pour pas qu'ils se retrouvent en accusation sur les erreurs qu'ils avaient pu faire. Oui, c'est parce que ça peut avoir l'effet inverse. Ouais. Et mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont un rapport à l'image, à se voir à l'écran. Alors, il y a toujours des précautions à prendre par rapport à l'estime de soi, par rapport à ce qu'on réalise, mais ils ont moins de difficultés à se voir à l'écran. Juste le fait de se voir. Après, sur ce qu'ils réalisent, à mon avis, il faut garder les mêmes prudences. Mais c'est moins compliqué aujourd'hui que par le passé. Bien sûr. Quoique maintenant, tous les clubs font signer un droit à l'image. Enfin, on peut toujours refuser en tant que parent, ou même individu. D'ailleurs, Julien te fait signer un document en conséquence. Mais c'est aussi normal, ça ne protège la personne. Quoi. Des questions par rapport à toutes ces problématiques ? Après, ce que je vous ai mis là, c'est... moi, je l'aime bien, cette image-là. Donc, pour les athlètes identifiés, ciblés, c'est de privilégier. Mais à mon avis, ça c'est transposable
pour les autres. Ouais. Je pense même que c'est transposable en dehors du sport, de mon point de vue. Oui, oui, bien sûr. C'est d'avoir une approche, ce qu'on appelle, nous, 360 degrés de l'individu. D'accord ? Donc, alors évidemment, dans toutes ces composantes, là, évidemment, c'est des composantes liées au sport et en particulier le sport de haut niveau. Et l'aspect circulaire est drôlement intéressant. Ouais. Mais je pense que si on parle d'un étudiant, un étudiant comme vous êtes vous, un étudiant, c'est pas qu'un étudiant, c'est aussi un individu, voilà, avec sa santé, sa vie sociale, sa vie étudiante, sa fatigue, enfin toutes ces contraintes, voilà. Donc après, je sais que vous ne pouvez pas prendre tous les étudiants. L'idée, c'est quand même 360 d'aller dans degrés, ce mais, sens-là, de partir sur la singularité. De partir de l'idée, c'est qu'un étudiant ne ressemble pas à un autre. Exactement. Et donc voilà, il y a 4 axes. Donc il y a l'axe autour de l'environnement socio-professionnel. Globalement, c'est ses études, son l'insertion professionnelle de l'athlète, éventuellement sa reconversion. Est-ce que c'est pendant sa carrière? Est-ce que c'est après sa carrière? Est-ce qu'il faut des aménagements? Pas d'aménagement. Est-ce qu'il fait son cursus universitaire en 3 ans, en 4 ans? Est-ce qu'il fait ça en distanciel ou sur site? Est-ce que quand il est en entreprise, parce qu'il y en a, est-ce qu'il travaille le lundi alors qu'il va rentrer de compétition le week-end? Enfin, vous voyez, donc c'est tout. C'est drôlement intéressant. Toute cette dimension-là. Je vois qu'une expression est utilisée, on l'a explorée la semaine dernière en cours, c'est la montée en compétences. Cette formulation était très intéressante. Qu'est-ce que la compétence déjà et comment on va vers cette compétence qui est relativement normalement pragmatique. Alors, vous avez un autre axe, c'est l'optimisation de la performance. Donc là, ça peut être la récupération, ça peut être la préparation physique, ça peut être... capacité à se projeter mentalement. Voilà, la préparation mentale, des bilans fonctionnels, équilibre, déséquilibre, enfin, voilà. L'analyse de la performance, c'est autour de l'analyse à proprement parler. Une des difficultés qu'on avait en France, c'était qu'on avait beaucoup de retard sur tout ce qui était data, données dans le sport de haut niveau. Arnaud Bessard nous a bien parlé de ça. Comment? Arnaud Bessard. Oui, Arnaud est très calé là-dessus. Très calé là-dessus, voilà. Précurseur en volet justement de tous ces data. Alors le volet n'était pas très en retard. Non, parce que justement, lui, dans les années 90, quand il a intégré, il a déjà intégré le staff de l'équipe de France pour travailler sur les data, justement. Mais globalement, de manière pluridisciplinaire, la France avait du retard, par exemple, par rapport aux pays anglo-saxons. Et donc, il y a eu tout un plan d'investissement pour favoriser la recherche, l'innovation autour. D'ailleurs, à Rouen, on a un master. De l'analyse des données. Data, à Rouen, il travaille avec sur la performance, sur la Fédération française de natation. Tout à fait. Par exemple. Alors, je ne savais pas que c'était une natation spécifiquement, mais... Pas que, mais je sais qu'il travaille avec la natation. Donc, sur tous ces données-là. Et le dernier point, effectivement, c'est la montée en compétence de l'encadrement. Donc, parce que souvent, un sportif, c'est un binôme. C'est le sportif et l'entraîneur. C'est le couple entraîneur-entraîné. Et parfois, les entraîneurs, ils ont aussi besoin de partager leurs expériences, de se former, d'aller s'enrichir ailleurs. C'est un peu le lieu ici du partage. Ouais. Et l'idée, c'est qu'un athlète qui monte, parfois, il faut aussi que son staff, ils s'enrichissent, ou s'enrichissent en nombre, en compétences, mais aussi la personne à proprement parler. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que bon nombre d'acteurs qui sont venus exposer comme toi nous ont tous dit qu'ils étaient toujours dans un processus de formation continuelle. Oui, moi j'ai longtemps fait ça. Et ça, c'est drôlement... C'est-à-dire que même quand on a le poste, on continue. On continue à se travailler sur la préparation mentale, sur la préparation physique, sur la nutrition. Émilie Lecomte nous en a très bien parlé de cela. Sur l'aspect diététique et nutritionnel du sportif, qui est encore un peu négligé parfois. Mais, moins maintenant. De moins en moins, comme tout. Mais il y a encore beaucoup de travail, je crois. Après, chaque rencontre et chaque expérience
amène, enfin moi, de mon point de vue, toutes les expériences et toutes les rencontres sont utiles. Et parfois, on va rencontrer des personnes qui vont nous faire cheminer alors qu'on ne pensait pas au départ du tout. Moi, je me souviens quand j'entraînais, parfois on avait des questions, je faisais des formations sur les entraîneurs, des questions d'entraîneurs sur des niveaux, des petits niveaux, hein, sans que ce soit péjoratif de dire ça. Et des fois, des questions ou des remarques, on se dit « Ah oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. » Et effectivement, c'est intéressant. Oui, donc, Complètement. Et tu nous as ajouté un axe accompagnement paralympique. Oui. Oui, parce que c'est aussi une priorité de l'agence que et je dirais c'est une ambition nationale il y a un traitement identique entre les athlètes valides et les athlètes paralympiques. Et donc l'approche et la méthode est la même et les moyens qui ont été mis sont des moyens conséquents. D'accord. Ouais. Et ça, c'est important à Plus prendre en compte. conséquents que les C'est une évolution importante de la prise en compte de la haute performance. Et après, alors en plus, ce sont des sports où il faut être très très attentif aux évolutions parce que parfois, malheureusement, vous avez aussi des athlètes qui apparaissent dans le paysage international de manière très fulgurante. Simplement parce que malheureusement, ce sont des gens valides et puis il leur arrive un accident, Oui. ils se retrouvent en invalidité et puis se mettent sur une activité sportive et puis se mettent à performer très très vite et très très fort. Et parfois, ils viennent bousculer la hiérarchie de manière très, Bien sûr. très brutale et de manière Mais ça peut être soudaine un peu. Ça peut Voilà. être déstabilisant. Donc, il y a des... Je sais qu'ils ont... Alors, moi, je découvre un peu, parce que c'est une thématique que je n'avais jamais trop traitée, abordé, mais là, ouais. je découvre un peu. Ils sont très attentifs, justement, aux évolutions de performance D'accord. et très attentifs aussi aux accompagnements qui sont proposés et mis en place. Il y en a parmi vous qui interviennent dans le parasportif, on va dire? Non? Je ne sais pas si on peut dire ça, parasportif. Non? Personne? C'est un secteur porteur, ça c'est évident. Professionnellement? Ouais. Oui, Je crois. Je crois, oui. Alors c'est vrai qu'on a une mention à PASS qui s'intéresse à des publics spécifiques, mais vraiment du point de vue de la performance olympique, c'est vraiment, je crois que c'est assez porteur quand même. Il n'y a peut-être pas encore beaucoup de moyens financiers, mais d'après ce que tu dis, on essaye d'équilibrer de plus en plus. Oui, il y a une volonté d'équilibrer. Oui. Après, honnêtement, je suis pas prudent, mais je découvre réellement. Moi, dans mes fonctions précédentes, on n'avait pas d'athlète paralympique. Donc, c'est un monde que je découvre un petit peu. Très bien. Ça, je vous l'ai mis, c'est juste un exemple. Ouais. Je vous ai parlé de projets de performance fédéraux. Ça, c'est l'exemple d'un, en fait, c'est celui du cyclisme. Mais celui du cyclisme n'est pas celui du hockey, celui du hockey n'est pas celui du hand. Chaque fédération a sa propre organisation, a son propre parcours, a son propre projet. Et alors, il y a des moyens dédiés en conséquence. D'accord ? Donc là, le cyclisme, ils ont alors, c'est toujours organisé comme ça. Il y a un programme un peu de détection-développement, c'est-à-dire comment je développe mon activité et grâce à ça, comment je détecte mes potentiels à vérifier. Parce que voilà, en gros, les jeunes qui se débrouillent bien. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un programme d'accession, c'est-à-dire que ceux que vous avez détectés, ils intègrent un pôle, très souvent les pôles espoirs. Donc là, c'est un potentiel à vérifier. On se dit, ce jeune-là, il se débrouille pas mal. Potentiel à vérifier, oui. Ouais, voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, là, en gros, c'est apprendre à rouler. Là, c'est apprendre à rouler vite. Là, tu parles pour le cyclisme. Pour le cyclisme. Vélo sur route. Oui, route. Ouais. Non, mais cyclisme, c'est vélo sur route. Et puis après, on on rentre dans le programme d'excellence. Et après, il y a différentes étapes. Vous avez la première étape qui est, on va vous apprendre à devenir des sportifs de haut niveau. D'accord ?
Donc là, c'est plus apprendre à rouler vite, c'est être capable de rouler vite. Là, on est carrément dans la montée en compétences. Ouais. Mais en fait, j'ai pris celui-là parce que je l'aime bien. Je le trouve Ouais, assez. c'est avec la pyramide, ouais. Voilà, c'est en pôle espoir, on vous apprend à rouler vite. Après, en pôle France, il faut être capable de rouler vite. Oui, Donc ça, être c'est autre capable, chose. ça veut dire vous Faut avez performer. fini d'apprendre, c'est quelle organisation vous allez mettre en place pour rouler vite quand il faut rouler vite. Oui, enfin si. Donc évidemment, c'est pas vulgarisé, c'est pas le bon terme, mais c'est synthétisé, mais ça donne une image. Et après, vous intégrez le programme olympique. Donc là, le cercle haute performance pour les tout meilleurs. Et là, c'est être capable de rouler vite le jour J. Voilà, les moments où, le jour où Benoît Cosnefroy, qui est passé par le pôle espoir de Caen en cyclisme, Benoît Cosnefroy, il sait que lui, il a été recruté par AG2R pour les classiques. Donc les classiques, c'est au mois d'avril, mai. Voilà. Et bien lui, son boulot, c'est d'avoir toute une organisation toute la saison pour être capable de rouler Le jour J. les jours où il est identifié comme le leader de son équipe et sur les courses qui ont été repérées. Donc des fois il fait 2, des fois il fait 3, mais enfin, moi c'est un athlète que je suis parce que il est passé par là, puis c'est un Normand en plus, donc c'est quelqu'un en plus très sympa. Il est assez intéressant là-dessus, c'est-à-dire que quand il est sur les courses où il doit être bon, alors là actuellement il est en train de se faire les dents sur les courses des Flandres, où il n'est pas du tout, il essaie de, mais c'est préparatoire au classique, alors il y a la Flèche Wallonne, enfin il y a toutes ces courses-là. Il y a Paris-Nice qui est passé il y a bientôt. Oui, alors il n'est pas sur les là-bas. courses à étapes, lui. Il est vraiment sur les classiques. La Milan-San Remo, alors. Ouais, plus. Ouais. Mais, et donc, lui, il faut qu'il soit prêt ce jour-là. Voilà. Et le programme du cercle de performance, c'est aussi ça. Il s'était rendu compte qu'en France, on avait un peu cette difficulté-là, c'est des fois, on dominait les championnats internationaux, mais sur les compétitions olympiques, parfois, on passait à côté. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être sur la compétition de référence, répondre présent. Là, on passe, ça rejoint la problématique des Jeux Olympiques, quelque part. Il faut être performant ce jour J, tous les 4 ans, quoi. Et alors, il y a des disciplines. En canoë-kayak, d'ailleurs, c'est rigolo. C'est même des fois un peu dur. Vos modes de qualification, c'est le temps d'une course, en fait. C'est comme ça que vous dites, d'ailleurs, je crois. Pour se qualifier sur des compétitions internationales, même sur vous, c'est le jour J et c'est le temps que tu vas faire sur cette course-là. C'est pas logique pour tout le monde. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans toutes les disciplines. Mais ça a été une révolution, notamment alors, c'est un petit peu différent, mais sur les quotas, notamment de la Fédération française de natation à l'époque de Claude Fauquet, qui avait mis ça en place. Et derrière, ça a permis aux résultats d'exploser complètement. Il y a même eu des nageurs qui se sont retrouvés à ne pas aller sur des compétitions internationales parce qu'à un 10e près, ils n'avaient pas fait la performance souhaitée, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de projet de performance fédérale. Il y en a d'autres qui sont différents. Voilà, bon, j'ai pris celui-là. Vous pouvez en trouver plein d'autres. Après ça, je voulais vous le montrer. On parlait tout à l'heure d'approche systémique. Là, on est en plein dans là, on est en plein dedans. La pensée est complexe, oui, tout à fait. Donc ça, c'est tous les partenaires. La MRP, elle est là globalement. Et c'est tous les partenaires qui vont graviter autour de la Maison régionale de la performance, avec lesquels il faut travailler de manière plus ou moins régulière, mais voilà, pour accompagner le sport de haut niveau sur le territoire et les athlètes en particulier. D'accord ? Donc ça peut être les entreprises, ça peut être l'université, parce que l'université, un athlète qui viendrait ici, il faudrait mettre des choses en place. Normalement. Voilà. Ça avance. Tant mieux, tant mieux. Les collectivités, voilà, on peut avoir des Florian Mérien en para-tennis de table, par exemple. Lui, il prépare les Jeux paralympiques de Paris. Il est embauché par le département de la Seine-Maritime.
Bah voilà, donc la collectivité, le département, bah, D'accord. bon, leur c'est des choses qui sont Ouais, qui qui sont existent, mais voilà, c'est un partenaire. Des organismes publics et puis des experts. On parlait d'Adrien. Bah, pour moi, Adrien, il rentre dans cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'Adrien, c'est quelqu'un en tant qu'expert en préparation mentale qui pourrait être mobilisé pour un accompagnement d'un athlète en particulier. Spécifique. Voilà, exactement. Très bien. Ouais, ton schéma est assez éloquent. Hein. Oui. Alors voilà, Et donc là, dans le cadre de la MRP, tu dis que tu vas avoir de nouveaux postes de créer pour oui. te donner un... Alors un qui va être plutôt centré sur le marron. D'accord, Oui, c'est ça, l'environnement marron, socio-professionnel. Ouais. Euh, Donc, une capacité à réagir vis-à-vis des partenaires. Quoi, hein. et un sur le rouge et l'accompagnement paralympique. Ah oui, Essentiellement. intéressant. Ouais. Et le premier sur le marron, sur la montée en compétence, là aussi. D'accord. Alors il y a des régions, ils en ont 3, il y a des régions, ils en ont 4 conseillers, mais ça dépend aussi du nombre d'athlètes. Oui, et puis de la grandeur de la région, j'imagine. Oui, ouais, bah, on a un collègue par exemple la taille. sur la région Aura. Lui là, je ne sais plus, ils sont 7, 8 je crois. Ah oui. Mais bon, il a tous les skieurs, il a toute l'activité de montagne aussi. Hein. Donc c'est clair. énorme. Puis la région est très grande. C'est clair. Bien, Marc. Donc voilà. Eh bien, après on va mon bientôt parcours. arriver. Voilà, oui, alors on en a déjà un peu parlé quand même, hein, Oui. mais ça nous permet de faire une synthèse. Quoi vous dire? Donc, je vous l'ai dit, moi, mon parcours, il est... oui, il n'est pas issu du sport de haut niveau, ça c'est sûr. Alors, Pas- c'est ça, voilà. Pas en tant Je voulais qu'on en qu'athlète. parle. Euh, C'est ça qui est très intéressant aussi. oui. Après, je ne suis pas le seul hein, dans ce Non, cas-là, ça parce que arrive. Franck fait partie de Ouais. ces gens qui n'étaient pas des athlètes de haut niveau et qui excellent dans le haut niveau. Donc, comme quoi tout est possible. Oui, je pense. Heureusement. Oui. C'est Donc moi, j'ai pourtant fait ma licence STAPS ici, Voilà, et après, donc, et après, je suis parti à Bordeaux. à Bordeaux, c'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Ouais. Tu as passé Moi, par- ouais. parallèlement le professorat de sport, Hmm. c'est ça? En même temps que ta maîtrise, peut-être? Oui, en même temps que ma maîtrise. Ouais. Moi, en fait, la problématique que j'ai eue à Caen, pour être très concret, c'est que je ne voulais pas être... Enfin, je suis rentré pour être prof de PS. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de ma formation, que c'est un métier qui ne me Conviendrait pas. qui ne conviendrait pas. Voilà. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Mais je pense que j'ai bien fait de ne pas le faire. Je ne suis pas sûr que j'aurais été un très bon enseignant de PS. Voilà. Ouais. Je sais pas, il y a des choses qui me... Moi, je trouve que ça a été une époque... C'était le moment un peu de l'intuition. Il y a un truc, je sais pas, ça senti matchait que pas. c'était Je pas- sentais que ça le ferait pas, que je me voyais pas faire ce métier-là. J'arrivais pas à me projeter. Et je voulais pas me... Parce que je vais être très honnête, je pense que j'ai des copains étudiants qui s'en sont persuadés. Et qui peut-être n'avaient pas forcément réellement envie de le faire. Ou en tout cas, le faisaient pour disons- des mauvaises raisons, de mon point de Disons qu'à vue. l'époque, c'est Voilà. vrai que devenir prof de PS, c'était la sécurité de l'emploi, le temps Oui, libre. bah, c'était ce qu'on nous... Ouais, C'était c'est vrai. quand même des motivations qui étaient importantes. Aujourd'hui, Voilà. je dirais qu'elles sont plus relatives. Mais, Et donc, Puis moi, surtout, voilà. et puis aujourd'hui, il y a quand même des publics très spécifiques en fonction des lieux où tu travailles. Hein. Mm. Donc, les problématiques de l'époque ne sont plus forcément les mêmes quand Mm. tu choisis ce métier-là. Quoi. Donc, je me suis dit, bah non, je vais pas faire ça. Et par contre, je ne savais pas... Bah, bien t'en as pris. Oui, mais je ne savais pas quoi faire. Et ici, il y avait une filière management. Mais la filière management, elle était beaucoup autour du lien avec les L'événementiel. entreprises, Et puis l'événementiel. Il y avait un partenariat fort à l'époque avec Decathlon qui s'était installé sur Caen. Mais moi, je ne me voyais pas non plus dans la vente. c'est ça. Enfin, c'était pas mon truc, quoi. Et donc, je suis parti à Bordeaux où ils ont développé tout ce qui était politique S'il vous plaît. publique. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ça vous perturbe? Voilà, c'est ça, ouais. Ça doit être le métier de prof de PS qui les déstabilise. De toute façon, Ils sont en entraînement sportif. oui, hein, c'est ça. Donc, normalement, c'est pas forcément ce vers quoi vous voulez aller. voilà.
Donc voilà, donc je suis parti à Bordeaux et moi l'université et mon parcours universitaire, ça m'a quand même donné une bonne base et un bon cadre théorique sur les politiques publiques. Ouais, ça c'est important. sûr. Et aussi une méthode de travail, quoi, hein, globalement. Ce qui nous renvoie vers Que j'utilise encore, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Dans, je sais pas, la capacité de synthèse, la capacité à argumenter, une certaine démarche dans l'argumentation que je vais utiliser. La capacité de synthèse, c'est primordial hein, dans le type de travail que tu fais, entre autres. Donc ça, c'est mon parcours universitaire. Et dans le même temps, en parallèle, quand je suis rentré à Jeunesse et Sport, parce que c'était ça, il me manquait toute la partie entraînement que je n'avais pas forcément faite. Et donc, je me suis lancé en travaillant dans tout le parcours d'entraîneur. D'où le BE2. Voilà, donc le BE2, et je suis allé jusqu'en N1 garçon et N1 fille au hand, entraînant. Oui, parce que tu es l'ancien entraîneur aussi de Colombelle, c'est ça? Oui, j'ai entraîné moins de 18 nationales. On avait créé un groupe de clubs qui s'appelle le Handball Féminin 14. En gros, l'idée, c'était de regrouper les meilleures jeunes joueuses du département, au sein d'un collectif. Ouais. Et puis après, le camp handball que j'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec Christian Lemoyle. Qui s'occupait d'ailleurs de la politique du sport de haut niveau pour l'université. Ouais. Donc on a pris le club en pré-national de Caen et on l'a emmené. Puis vous l'avez emmené jusqu'en National 1, une belle aventure. Jusqu'en N1, jusqu'en 2013, et après je suis parti en N1 à Colombelle. Voilà. Belle aventure. Et oui, c'était très bien aussi. Après, la N1 de Colombelle, Philippe Brézaché avait quand même... bien il avait mis toutes les fondations, enfin tout fonctionnait. Hein. On est arrivé, le club il fonctionnait. Tu as son bonjour d'ailleurs, oui, j'ai de te le transmettre tout à l'heure. Donc on s'était plus inscrit dans son travail. Là où à Caen, il a fallu tout créer. Hein. On est monté en N1, on a mis la réserve en N3. Vous avez fait un gros travail. Ouais. Et donc ça a été très utile, ça a été une expérience très riche. Ça m'a confronté aux difficultés d'entraîner, aux problématiques de prépa physique, parce que plus on montait de niveau, plus on se disait ça va être dur, et puis finalement ça le faisait. Donc il fallait qu'on se réorganise. On a mis en place l'outil vidéo, on a augmenté les volumes d'entraînement, enfin on a vraiment tout construit. J'ai suivi un peu votre aventure, c'était une aventure sympa. Assez sympa. Et puis après, un parcours dans ce qu'on appelle les services déconcentrés. Ouais. Bon, voilà, mais ça, c'était intéressant parce que, en gros, on recevait une politique de l'État, il fallait la mettre en application sur le terrain et sur les territoires. Donc ça fait appel à des cultures différentes. Ce qui explique aussi tes compétences pour pour rayonner dans le type de poste que tu as aujourd'hui, j'imagine. Le lien entre territoire et une politique nationale, oui, je le manie depuis longtemps. Après, il y a d'autres personnes qui savent le faire, mais en l'occurrence, mais on peut le dire. Et ce que j'avais pas, ce qui me manquait, c'est ce que j'ai fait en tant que directeur adjoint au CSN. Ouais. Et je remercie le directeur actuel d'ailleurs qui m'a fait confiance là-dessus en me nommant directeur adjoint. Sur la conduite de projet, Ouais, sur le pilotage et le management d'équipe. Alors pas d'équipe sportive, ça je savais. Non, mais d'équipe avec des statuts et des fonctions très différentes. Ouais, quand on va sur le site du CSN, il y a toutes les photos des personnes, des protagonistes. Donc là, on a tous les métiers. Hein. Ça va du personnel d'entretien, de cuisine, le médecin, le kiné. Enfin, il y a vraiment tout le monde. Etc. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà. Un riche parcours. Oui. On va te remercier. Merci à vous. À moins qu'il y ait encore une question. Non, c'est bon. Pas de question. Eh bien, on arrive au terme de cette. C'est passé vite. On remercie. On te remercie encore pour ce témoignage et qui est, de mon point de vue, très très important pour bien comprendre comment fonctionne le sport de haut niveau dans notre région. Très bien. Donc merci à toi, merci beaucoup. Merci.